Cet hebdo, édition du dimanche 20 juin 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Bonne fête des pères à tous les papas. Baccalauréat de l'enseignement secondaire des élèves et enseignants sont en colère. Ils dénoncent l'élaboration de certaines épreuves sous un modèle de méthodologie hors usage au Cameroun. En effet, l'approche pédagogique par compétences enseignées aux élèves durant toute l'année scolaire n'a pas été prise en compte. Les épreuves proposées ont plutôt été élaborées sur le modèle de l'approche par objectif. On en parle. On parlera également de cette nouvelle sortie de Christian Pendey Koka dans un document de 49 pages baptisé SCI, chronologie des faits. L'ancien président du comité de gestion de la plateforme mise en place par le professeur Maurice Kamto au plus fort de la pandémie coronavirus lâche définitivement son ancien allié. Il met en effet en avant les responsabilités du président national du MRC et celles du responsable Europe du mouvement. Et pour sortir de cette émission, nous irons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a accueilli ce 17 juin son ancien président, Laurent Gbagbo, 10 ans après la crise post-électorale de 2010. Scène de joie dans les rues, mais que réserve l'après 17 juin aux Ivoiriens? Donc on parle de tous ces sujets avec le professeur Jacques Evouna. Vous êtes le chef du département communication à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Bonjour. Bonjour madame, merci de m'avoir invité, mais tous ces jours-ci, je me présente simplement comme madame. Ah justement, c'est justement cette casquette qui nous intéresse, parce qu'il faut dire que vous avez d'abord enseigné dans les lycées et collèges. Absolument. Merci d'être avec nous ce dimanche. Bonne fête des pères. Merci. Bonne fête des pères également à vous, Pierre-Emmanuel Bignam. Vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à tous mes copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de STV qui nous suivent en ce moment. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Oui, le retour de Laurent Gbagbo, bien évidemment. Oui. C'est une actualité qui a été non seulement continentale, mais planétaire. Oui. Parce que Laurent Gbagbo est aujourd'hui une icône, un symbole de la lutte pour les libertés, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Donc, les yeux de tous les Camerounais, de tous les Africains et de toute la communauté internationale étaient braqués sur la Côte d'Ivoire pour vivre en direct cet événement qui nous amène à comprendre qu'il y a beaucoup de valeurs que nous devons développer lorsque nous voulons bâtir une nation de paix comme la nôtre au Cameroun. La première valeur qu'il faut développer, c'est le pardon. Le pardon, n'eût été le pardon, Laurent Gbagbo n'aurait pas accepté fouler à nouveau ses pieds en Côte d'Ivoire sous Ouattara, qui a été son bourreau hier. Donc, c'est une interpellation pour nous tous de comprendre que pour le bien de notre nation ou de nos nations africaines, à un moment donné, il y a certains compromis que nous devons faire afin d'assurer un bien-être et une paix durable pour nos populations. Merci d'être avec nous ce dimanche en face de vous. On reçoit Jean-Claude Youth, il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Monsieur Youth et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame. Bonne fête des pères. Merci Madame. Bonjour Madame Léa, une fois de plus. Bonjour à l'ensemble des co-panélistes. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie de l'avoir convié une fois de plus sur ce plateau et c'est pour cela qu'il a mandaté son communicant. Merci d'être avec nous. À côté de vous, on reçoit Patrick Christian Dobo. Il est journaliste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à tous les autres invités ici. Bonjour aussi à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là et de partager ce plateau avec vous. Alors, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Écoutez, je ne vais peut-être pas la citer, mais c'est une actualité qui anime les choux gras, qui implique des confrères et qui parle aussi des questions de mœurs. Ce qui est surtout lamentable sur cette question-là, c'est l'ampleur que cela prend, mais surtout des manipulations autour. C'est toujours dommage de voir quand la presse est indexée à travers un de ses maillons. C'est toujours très déplorable. Mais ce qui est plus déplorable de mon point de vue sur cette question-là, c'est que dans son ensemble, c'est notre société qui dévoile, une fois de plus encore, n'est-ce pas, les fonds et les tréfonds dans lesquels elle s'enfonce, hein, sans commentaire, tout au moins. Merci, Patrick Christian Dobo.
Baccalauréat de l'enseignement général des élèves et enseignants ne s'explique pas le choix des épreuves calquées sur le modèle de l'approche par objectif au détriment de l'approche par compétence enseignée aux élèves durant l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par vous, Jean-Claude Huyout. Une évaluation ayant pour principal objectif la vérification du degré d'atteinte des objectifs pédagogiques préalablement définis. Comment est-ce qu'il faut analyser la situation qui s'est posée avec le baccalauréat, où justement des élèves disent avoir été évalués à partir d'une méthodologie qu'ils n'ont pas apprise? Avant d'en arriver à l'évaluation, il faudrait d'abord se satisfaire du contexte qui a été celui de cette année scolaire 2020-2021, qui était sous la houlette de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et que globalement, et pratiquement dans tous les établissements, au moins les 900 heures qui sont préconisées pour la dispense des enseignements ont été observées et respectées, et que l'ensemble des enseignements des programmes ont été déroulés et dont les enfants ont obtenu la connaissance nécessaire. Eux, maintenant, les connaissants, ils ont été évalués sur un certain nombre de choses qu'on peut piquer dans l'ensemble, sur l'ensemble des évaluations. Mais n'oublions pas qu'ils ont été évalués de manière progressive durant toute l'année. C'est pour cela qu'il existe les séquences et tout le nécessaire. Maintenant, en ce qui concerne le cas qui est évoqué par l'approche, mais il est d'abord important de dire que l'enseignement et le contenu ne changent pas. C'est plutôt l'approche au niveau peut-être de l'évaluation qui change. Et c'est là où nous sommes confiants, en sachant que le corps enseignant a toujours eu à d'abord harmoniser les corrections, donc ce qui veut dire qu'il y aura un traitement équitable pour l'ensemble des élèves, et ensuite il existe aussi la forme des délibérations. Donc ce qui veut dire que l'harmonisation des corrections et les délibérations peuvent amener les uns les autres à savoir qu'ils seront traités sur la même base d'évaluation. Professeur, qu'est-ce qui peut expliquer cette incompréhension, si on peut appeler ça ainsi, entre les évaluateurs et les enseignants? Et puis, une autre question également, qu'est-ce que ça change concrètement? Voilà. Le fait d'avoir été évalué sur cette méthode aussi plutôt que sur celle-là. Ça change beaucoup de choses. Mais ainsi que je l'indiquais à votre collègue, avec qui je m'entretenais il y a 2 ou 3 jours, nous devons éviter de donner une ampleur à la chose qu'elle ne devrait pas avoir. Je voudrais, avant de vous répondre, indiquer que Madame l'IGE a fait hier 1 ou 2 sorties pour rassurer et apaiser à la fois et les parents et les élèves. C'est des dysfonctionnements qui se sont produits et qui ont leur explication. Si on veut s'arrêter sur les dysfonctionnements pour... Peut-être que plus tard on reviendra sur la sortie de l'IGE. Pour trouver une explication, on peut en faire plusieurs. Et l'examen tel qu'il s'est déroulé n'est qu'un indice du problème. Parce que le problème, il est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Le problème n'est pas simplement celui qu'on peut voir au niveau de l'organisation d'un examen. Le problème est structurel. Et quand j'entends parler de pédagogie, je voudrais commencer par indiquer que c'est bien de pédagogie par objectif qu'il s'agit et pas d'approche par objectif. On a 2 choses. On a la pédagogie par objectif et on a l'approche par les compétences. Il se passe que depuis 2012, le Cameroun a amorcé un basculement à l'approche par les compétences. Et délaissant, pour ainsi dire, ou alors mettant à l'écart la pédagogie par objectif qu'on avait jugée désuète et qui ne formait que des savants inutiles. Mais le véritable problème, c'est que nous ne nous sommes pas suffisamment appropriés la technologie de l'APC. Parce qu'en réalité, vous allez voir, les mots sont assez clairs. Ce n'est qu'une approche, c'est-à-dire quoi? Une vision ou une conception des études. C'est-à-dire, l'approche par compétence veut donner une finalité aux études, mais l'approche par compétence n'a jamais été, et ça on peut lire Philippe Mérieux sur la question, l'approche par compétence n'a jamais été une méthode d'enseignement. L'approche par les compétences doit s'appuyer sur une méthode d'enseignement, sur une théorie d'apprentissage.
ailleurs où les gens ont été copiés le modèle, c'est généralement la pédagogie de l'intégration qui sert d'appui à l'approche par les compétences. Mais jusque-là, il y a des problèmes parce qu'en réalité, la pédagogie de l'intégration est un cadre dans lequel on apprend à mobiliser de manière synchrone ce qu'on a appris. Cela suppose qu'il faut avoir appris quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être une position personnelle, la pédagogie par objectif reste une ingénierie assez efficace pour permettre d'assurer les enseignements. Or, il y a tout un pan de la pédagogie qui a été abandonné. Aujourd'hui, on vous dit, l'enfant construit par lui-même ses savoirs et ses connaissances. Ce n'est pas possible parce que l'enseignant continue d'avoir une position essentielle dans l'enseignement. Cela signifie quoi? Cela signifie que, je vais être bref, en réalité, nous sommes partis sur une base erronée. Parce que l'APC, c'est donc trois choses en fait. C'est trois choses. C'est des activités d'acquisition, si on veut enseignement-apprentissage, c'est des activités d'intégration et c'est des activités de formation. Cela signifie que un élève doit donc sortir de ses études avec un profil qui le rende actif, c'est-à-dire en sachant effectivement faire quelque chose de ce qu'il a appris. Mais nous n'en sommes pas là. Parce que quand vous allez dans nos établissements aujourd'hui, vous ne trouverez pas d'atelier, vous ne trouverez pas de laboratoire. Ça reste, et même l'un des autres problèmes, c'est que l'enseignement reste vraiment général. Alors quand on dit, parce qu'aujourd'hui on dit que l'épreuve soit venue sous le canevas de la pédagogie par objectif n'est pas un problème, moi j'ai dit si. On ne va pas en faire une affaire d'État, mais c'est... Mais comment on en arrive là? C'est la question que je pose. Le problème, est-ce que les évaluateurs et les enseignants ne travaillent pas main dans la main, ne sont pas censés en tout cas travailler main dans la main? Le problème, je vous l'ai dit, c'est que dans le fond, personne ne peut vous dire concrètement, actuellement, ce que c'est que l'approche par les compétences. Et je l'ai dit, quand vous êtes à Douala, quand vous êtes à Yaoundé, quand vous êtes dans les grandes villes du Cameroun, c'est facile quand vous parle de l'APC, mais allez plus loin. Allez à 300 km de Douala, allez à 300 km de Mawa. Est-ce que l'enseignant que vous trouvez dans les zones reculées est même au courant de ce qu'on appelle APC? Mais le bonhomme, Ce que vous dites, c'est que c'est resté une notion abstraite. Le bonhomme est carrément, dans certains cas encore, à la pédagogie par objectif. Et moi, je me dis, en termes d'hypothèse, c'est que ne voulant pas, sachant qu'il existe cette disparité-là, on a pensé à ne pas pénaliser tout le monde. L'autre hypothèse, c'est qu'au fond, il n'y a même pas de structure d'épreuve APC. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui structure APC, ce n'est qu'un nom. Dans le fond, vous allez voir que les enseignants eux-mêmes sont embarrassés. Les enseignants sont embarrassés. À un moment, c'est une situation de confusion pédagogique. On ne fait pas finalement le point entre l'APC et autre chose. Parce que quand vous allez voir, il y a eu une grosse confusion entre APC et pédagogie de l'intégration, en prétendant qu'on avait abandonné la pédagogie par objectif, mais au fond, c'est une grosse confusion qu'on a causée au niveau et des enseignements et des évaluations, au point où aujourd'hui, c'est difficile de démêler les chevaux. C'est très difficile. Alors, Patrick, Christian Dombo, ce que le professeur Jacques Evouna laisse entendre, c'est que finalement, le ministère de l'Éducation dit des mots comme ça, approche par compétence, sans pour autant y mettre un véritable contenu, sans que les enseignants ne soient réellement au fait de ce qu'on doit mettre dans l'approche par compétence. Quel est le problème que ça pose selon vous? Écoutez, avant d'arriver au problème que je peux percevoir dans cette problématique, j'ai eu fort heureusement la chance, il y a 2 ans, d'être à Cotonou en tant qu'invité dans une approche que le Bénin mettait en place pour l'approche par compétence. Je connais des compatriotes qui déploient cette approche par compétence sous d'autres cieux, au Canada et autres, qui ont même cogné les portes de notre ministère des enseignements secondaires. Il y a même eu des rencontres ici, il y a 2 ans, au Cameroun, mais toujours avec des approches parfois biaisées, qui, sur le coup, nous amènent à ce type de situation. On a souvent mis la charrue avant les bœufs. Et le problème est que, moi je vais faire cette petite comparaison, j'ai observé dans un pays comme le Bénin, j'ai pu observer cette approche par compétence dans un pays comme le Sénégal. Il est bien difficile de s'imaginer que nous, les pays africains qui récupérons ce concept aujourd'hui, nous avons sur l'ensemble de l'étendue de nos territoires la capacité
à nous arrimer aux exigences de l'approche par compétence. En réalité, l'approche par compétence ne devrait peut-être pas balayer d'un revers de la main la pédagogie par objectif, comme disait le professeur, encore que là même les enseignants et les spécialistes n'arrivent pas à s'accorder sur les termes, sur le vocabulaire et sur les différents éléments à mettre dans la cagnotte approche par compétence. Mais ce qu'on peut retenir, sans être un expert dédié de la chose, c'est simplement que dans cette approche par compétence, on propose à nos apprenants, n'est-ce pas, d'être un peu plus pratiques dans ce qu'ils auront appris au cours de leur cursus. Il n'est pas mauvais de demander à ce que les apprenants développent leurs compétences, parce que c'est ça l'objectif. Mais surtout avec la place de l'enseignant, qui n'est plus comme un savant dans l'alpha et l'oméga de ce qu'il a avec ses élèves ou ses étudiants, mais qui devient une figure, un guide qui canalise et peut-être qui oriente le développement des compétences des apprenants. Alors dans notre cas, j'ai bien aimé une partie de ce que le professeur disait tout à l'heure, c'est que on a parfois l'impression que le Cameroun se limite à Douala et Yaoundé ou dans nos grandes métropoles. On oublie, comme pour bien d'autres cas, que la carte scolaire, c'est l'étendue du territoire, avec parfois un nombre important de ces... Sauf que les enseignants de l'ENS, les enseignants qui sont censés également dispenser les cours aussi bien dans les grandes métropoles que dans l'arrière-pays, ils sont formés à la même école. Formés à la même école, mais ils pratiquent dans quelles conditions? C'est peut-être ça qu'il faut poser comme problème. C'est-à-dire que si à la base, on suppose que les compétences de ces enseignants sont les mêmes, on va même interroger la pédagogie d'accompagnement dans la mutation, hein, ce qu'on appelle le recyclage de ces enseignants, comment cela est fait, si cela a été fait de manière assez adéquate. Soit, quand vous interrogez dans le cadre du contexte actuel, quand vous interrogez même les jeunes élèves qui se plaignent de l'approche par compétence et qui estiment que le baccalauréat est peut-être pour eux une chose biaisée par cette approche par compétence, allez leur demander concrètement de quoi est-ce qu'il est question. Quand vous voyez les enseignants, j'ai l'impression que les enseignants ont, en tout cas pour la plupart de ceux qui se plaignent, ont saisi cette occasion pour exprimer un malaise qui en principe ne devrait pas remettre en cause l'examen du baccalauréat lui-même. Mais les enseignants saisissent cette occasion pour exprimer un malaise profond avec la démarche qui est actuellement mise en exergue dans cette approche par compétence, qui devrait être une synergie jusqu'aux examens. Je crois que c'est ça le problème de fond, parce que quand on parle d'une épreuve, vous allez voir que l'ensemble des autres éléments, vous pensez qu'il n'y a pas eu d'autres problèmes en dehors de la géographie dans ces examens, sur le niveau de l'approche ou la considération de l'approche par compétence? Je crois qu'il y en a. Et que les enseignants, certainement, ont exprimé un ras-le-bol pour qu'on revienne à une certaine orthodoxie qui voudrait peut-être qu'on mette un peu plus en adéquation les intentions qui sont peut-être bonnes, les objectifs visés par l'approche en compétence et la matérialisation sur le terrain de cette approche par compétence. Pierre-Emmanuel Bien, pour revenir justement au problème, au dysfonctionnement qu'on a observé durant le baccalauréat 2020-2021, qui est le responsable de la situation? L'Office du baccalauréat ou le ministère des enseignements secondaires? C'est l'État qui est responsable. C'est l'État qui est responsable parce que toutes ces entités, tous ces services, l'OBC, le ministère de l'enseignement secondaire et autres, et même supérieurs, font partie de l'État. Les enseignants aussi sont responsables, et même les élèves. C'est un tout. Moi, ce qui m'intrigue dans cette affaire, c'est que les gens ont du mal à reconnaître que c'est un scandale. C'est d'abord un scandale. Il faut le relever. Parce que l'État, à travers cet examen, n'a pas respecté son cahier de charges vis-à-vis du baccalauréat et des épreuves. À partir du moment où on note que c'est un scandale, on commence donc maintenant à voir comment dégager les responsabilités, d'où vous avez embrayé avec cette question, qui est responsable? L'État est au premier chef responsable. Et une fois de plus, on constate que le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs, comme ils ont l'habitude de le faire. Des concepts creux. Ils n'ont pas pris les dispositions qui étaient nécessaires pour faire cette transition-là vers l'approche par compétence. Effectivement, le Cameroun ne se limite pas à Douala et Yaoundé. Si on visite certains lycées techniques à Douala et à Yaoundé, on va voir
qu'il y a les ateliers ont un peu d'équipement, mais lorsqu'on va dans l'arrière-pays, lorsqu'on va à Sabongari, lorsqu'on va à Ndop, lorsqu'on va à Yagoua, ainsi de suite, est-ce que ces ateliers sont équipés? Est-ce qu'ils sont équipés? Même les élèves qui sont dans les séries scientifiques, ceux qui font le premier D, terminal D, est-ce que dans leur lycée, il y a suffisamment d'équipements qui leur permettent de faire des expérimentations en chimie et autres? Ceux qui apprennent l'informatique, est-ce qu'ils ont des ordinateurs dans le lycée, dans les ateliers des lycées, pour pouvoir ne serait-ce que mettre l'ordinateur sous tension, ainsi de suite, c'est-à-dire l'allumer et puis faire les premiers gestes. Alors c'est autant de questions qu'on se pose. Pourquoi l'État s'est précipité à faire rapidement cette transition et à vouloir la mettre au programme des examens? On ne peut pas gouverner de cette façon-là, tout le temps, promettre des choses aux populations et ne pas les réaliser. C'est une fois de plus un échec pour ce programme que le gouvernement a mis en place, qui aujourd'hui pose un problème. Les enseignants ont raison de crier au scandale, parce que le contrat n'a pas été respecté. Le contrat n'a pas été respecté. Donc maintenant, ce qui est fait est fait. Moi, j'aimerais, aujourd'hui c'est la fête des pères, j'aime toujours parler en termes comme étant un père. J'aimerais dire aux enfants qu'ils ne se laissent pas être perturbés par tout ce qui est en train de se passer. Le plus important pour eux, c'est d'être concentrés à leurs études, qu'ils ne soient pas... Ils ont composé déjà, Pierre-Emmanuel Bignan. Oui, je sais qu'ils ont composé, je sais pourquoi je suis en train de parler. Parce que j'ai suivi les interventions de certains élèves, et lorsqu'on suit ces interventions, on comprend tout de suite qu'il y a d'aucuns qui vont prendre ce scandale pour prétexte, pour expliquer leur manque de performance à l'examen. Mais l'approche par compétence, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Ce n'est pas ça qui empêche un enfant d'être prêt, d'apprendre toutes ces leçons. Mais à en croire le professeur Ivouna, ça change quand même quelque chose, le fait d'être évalué sur la pédagogie par objectif plutôt que selon l'approche par compétence qu'on a enseignée durant l'année scolaire. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. Ces concepts-là que le gouvernement a mis en place, sans toutefois mettre ce qu'il faut, c'est-à-dire que les moyens pour les rendre pratiques, contribuent à rendre un peu plus paresseux nos enfants. Je le parle sous le couvert d'un enseignant chez vous. Ça contribue à rendre paresseux nos enfants. Chez moi. Et même les enseignants. Et même les enseignants. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et effectivement, quand on observe à partir de mes enfants à la maison, ils sont déjà... Un enfant qui est en 5e te dit, telle évaluation qui arrive, on va nous évaluer dans ça, ça, ça. Il y a un problème. Il y a un problème. À notre époque, et dans les époques avant nous, lorsque vous allez vous présenter un examen comme le baccalauréat, si tu as 32 chapitres à apprendre en philo, tu dois maîtriser tout. Si on annonce que c'est l'histoire qui va arriver, tu es censé maîtriser tous tes chapitres. Donc, il ne faut pas rendre les enfants paresseux sans mettre les moyens pour les rendre compétents. L'approche par compétence, c'est une bonne approche. C'est ça qui est appliqué dans les pays développés. C'est ça qui contribue au développement des grandes économies et autres. Mais est-ce que nous avons déjà les moyens de passer à cette approche-là? Pas encore. Et si nous ne sommes pas encore prêts à passer à cette approche-là, continuons à former nos enfants, à les rendre prêts, afin qu'au moment où nous serons capables de passer à cette approche, que nos enfants soient adaptés à la situation, ne chôment pas. Et même pour ceux qui continuent les études à l'étranger, tout le monde sait que le QI des élèves sortant du Cameroun qui vont postuler dans les universités occidentales est très élevé par rapport à d'autres Africains. Jean-Claude Youth, Pierre-Emmanuel Bignan a ouvert une brèche tout à l'heure. Quel impact cette situation, ce dysfonctionnement peut avoir sur les performances finalement des élèves? Une évaluation ou bien sur... le dysfonctionnement pendant l'évaluation. Le dysfonctionnement sur l'évaluation ne change en rien d'abord l'acquisition en termes d'enseignement qui ont été déroulés durant toute l'année.
Maintenant, je crains qu'on soit un tout petit peu hors sujet, parce qu'en réalité, la génération des candidats du baccalauréat de la session 2021, ce sont des enfants qui ont été formés depuis la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale à partir de l'approche par compétences. Et certains ont été un tout petit peu déboussolés de par une évaluation qui était orientée sur la pédagogie par objectif. Mais il faudrait que nous nous resituions en français facile deux éléments. Par la méthode de pédagogie par objectif, on nous appelait souvent les bûcheurs. Parce qu'en réalité, on souhaitait qu'on maîtrise d'abord la théorie. On souhaitait qu'on soit ceux qui peuvent manipuler et avoir du bout des doigts la notion théorique. Aujourd'hui, avec l'approche par la compétence en français facile, vous n'avez plus besoin d'être celui qui va réciter ou rappeler la théorie parce qu'on vous la présente et on a besoin maintenant d'aller droit au but pour savoir qu'est-ce que vous avez retenu, quelle est votre appropriation du concept et de la notion. Et lorsque certains disent qu'on n'a pas évolué dans ces différentes évaluations, non, vous souvenez-vous que les notions par exemple des QCM, c'est-à-dire les questions à choix multiples, c'est déjà les éléments dans le cadre de l'approche par les compétences parce que là, on vous donne déjà l'information, la réponse est là à vous de pouvoir la détecter, la reconnaître et de montrer comment vous vous êtes approprié le concept. Bon, donc ici, dit que le cahier de charge de l'organisation de l'examen n'a pas été rempli par l'État, je pense qu'on est soit de mauvaise foi parce qu'en réalité, l'examen a été organisé, les épreuves ont été distribuées à temps, les enseignants, y compris l'organisation, étaient à point. Donc, ce qui veut dire que le problème ne se pose pas. On est en train ici d'analyser une approche qualitative et non quantitative. Et sur ce plan-là, nous sommes d'accord qu'un enfant qui a été formé depuis la 6e jusqu'en terminale, à partir de l'approche par les compétences, et dont on lui demande maintenant que non, essaie d'abord d'être celui qui maîtrise la théorie et de démontrer que tu as la maîtrise de cette théorie, et ensuite maintenant de pouvoir t'approprier le concept. Ce sont ces différents éléments-là. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème et que nous soyons en train de débattre dessus. C'est un scandale. Les enseignants ont dénoncé. Okay? Les élèves ont dénoncé. On ne peut pas tout le temps être en train de vouloir résoudre un problème en les noyant. Lorsque monsieur nous dit sur ce plateau qu'il n'y a pas de problème et que nous sommes là pour faire des analyses, on n'est pas là pour faire des analyses. Le professeur vous a dit tout à l'heure qu'il est normalien ici. Il n'est pas venu ici pour faire des analyses ou bien pour dispenser des cours. Okay? C'est un scandale. Il faut le reconnaître, c'est un scandale. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Merci Pierre-Emmanuel. Je ne sais pas si M. Pierre-Emmanuel Bignam a juste besoin qu'on s'appuie sur le mot et le concept scandale pour qu'il soit satisfait. Mais je suis en train de dire qu'il y a une reconnaissance que l'évaluation par approche des compétences est différente d'une évaluation de la pédagogie par objectif. Et on est donc en train de dire ici que, au lieu de créer une rupture entre la maîtrise théorique, parce qu'en réalité, nous sommes un pays en voie de développement. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en transition. On n'est pas encore en phase de totalement de spécialisation sur tous les éléments nécessaires. Donc, il est bon et intéressant d'avoir une maîtrise de la théorie, donc qui est donc cette pédagogie par les objectifs, et d'être capable de démontrer sa compétence à travers des formes d'évaluation. Donc, ici, personne n'est en train de nier que cela a déboussolé certains candidats parce qu'ils n'étaient pas habitués depuis, parce que un élève qui est entré en classe de 6e et qui n'a que connu la méthode par l'approche, par la compétence, il ne sait rien du tout sur ce qu'on peut considérer comme la pédagogie par objectif. Donc, ce n'est pas un problème. Mais nous sommes en train de dire que les enseignements ont été dispensés. Et nous n'oublions pas que les enseignements ont été d'abord dispensés parce que malgré qu'on a dit qu'il y a un volet de recherche personnelle et d'accompagnement et d'encadrement vers la recherche, non, mais les enseignants continuent à dispenser les cours, à lire des chapitres et ainsi de suite. Donc ce que vous voulez dire que cette méthode-là existe toujours et on continue également à évaluer les uns les autres, à savoir est-ce qu'il est capable de pouvoir d'abord restituer de manière fidèle la théorie qui lui a été enseignée et ensuite maintenant l'appropriation du concept. Professeur, et tout à l'heure j'ai interrogé Pierre-Emmanuel Bignam sur les responsabilités. J'aimerais avec vous qu'on aille un peu plus loin. Comment est-ce qu'il faut lire finalement le dysfonctionnement dans les relations entre l'OBC et le MINSEC
qui sont censés travailler ensemble. Cap attend le 28 mai 2021, l'OBC rend public le programme des examens dans lequel il indique que les candidats au baccalauréat C et D comporteront en géographie. Le 3 juin, on a un autre communiqué rendu public cette fois-ci par le ministre des Enseignements secondaires qui indique que les candidats au bac C composeront en histoire et ceux au bac D en géographie. Vous m'amenez à me prononcer sur des questions, des dysfonctionnements administratifs. Moi, j'ai récemment fait une publication en relation avec ces disciplines à choix, c'est-à-dire histoire ou géographie. Moi, je pense que c'est assez simple. Il y a deux manières de procéder. Moi, je ne voudrais pas désigner de responsables, mais nous réfléchissons pour qu'il ne se pose pas ce type de problème à l'avenir. Il faut anticiper sur un certain nombre de choses. J'ai évoqué l'orientation scolaire, qui pourrait se faire, qui devrait même se faire à partir de la 4e, sur la base de la typologie des intelligences. Il irait faire histoire, celui qui a une intelligence littéraire, et il irait faire géographie, celui qui a une intelligence scientifique. Ça résout la question dès le départ. L'autre chose serait, si on veut absolument que les apprenants aient au programme à la fois l'histoire et la géographie, c'est de leur dire en début d'année ce qui va faire l'objet de l'évaluation, au lieu d'attendre le dernier moment. Parce que, pour moi, c'est un peu incohérent qu'un enseignant travaille pendant toute une année, qu'il ait évalué même, du point de vue formatif, les élèves, et qu'en dernier ressort, on vient dire, cette matière-là ne sera pas évaluée. Il arrive quand même, puisque nous en parlons ici, même si le mot n'est pas à sa place, nous parlons de compétences. Est-ce que vous imaginez que sur la base de ce choix aléatoire, un enfant peut partir de la seconde en terminale sans jamais avoir présenté de sujet de géographie à aucun examen et aller solliciter en faculté de s'inscrire en géographie? On les prendrait sur la base de quoi? Aucune base. Voilà pourquoi depuis un moment, moi j'appelle à la réforme de notre système éducatif. Parce que ce que nous faisons ici, dire la faute est à l'office du bac, la faute est au ministère ou aux enseignants, non. C'est à la communauté éducative, c'est-à-dire notre société, de s'asseoir désormais et de définir les grandes orientations de ce qu'elle veut faire de son système éducatif. La question est beaucoup plus profonde qu'une épreuve qui n'aurait pas respecté un canevas et une autre qui aurait telle autre apparence. Donc, sur la question de responsabilité, on a suffisamment décrit le circuit des sujets. Sur la question des matières qu'on désigne et qui feront l'objet d'une évaluation, je pense que c'est un problème de compétence. Ah oui, c'est un problème de compétence. Parce que ce qui s'est passé entre le fils du bac et le MINSEC, il faut savoir qui a compétence pour dire que les élèves seront évalués en histoire plutôt qu'en géographie. Il me semble qu'il y a le fils du bac organise les examens. Concrètement, ça veut dire quoi? Le fils du bac organise les examens. Ça veut dire que même au niveau des choix des sujets, ce n'est pas le fils du bac, c'est le ministère, c'est les inspecteurs. Il y a toute une inspection. Donc, de ce point de vue, je crois que le fils du bac était mal placé pour... sauf ignorance de ma part, que le ministère était dans son rôle. D'accord. Voilà. Votre analyse, Patrick Christian Dobro. Écoutez, moi, vous savez, on a tellement de scandales. Pierre-Emmanuel Bignam parlait de scandales, mais je ne sais pas s'il faut appeler ça scandale, parce que tellement on en a dans notre pays. J'insiste justement sur les deux communiqués, celui du 28 mai de l'OBC et celui du 3 juin du MINSEC. Alors, moi je pense qu'on a affaire là, une fois de plus encore, à des institutions... Monsieur Ndoye, excusez-moi un moment, excusez-moi de vous couper, mais cela pourrait avoir une explication. Vous savez que l'année dernière, ce n'est pas pour dédonner, ce n'est pour dédonner personne. Hein. Vous savez, l'année dernière, nous avons eu affaire à, et cela arrive assez souvent, au phénomène de l'eau. Des fuites. C'est-à-dire des fuites. J'en venais. Donc, il peut arriver, c'est-à-dire ayant eu connaissance d'un certain nombre de choses, parce que le ministre décide de dérouter comme certains à l'emploi sur les médias sociaux. Mais, de toutes les façons, le fond, c'est que cela perturbe les candidats aux examens. On ne peut pas vous dire aujourd'hui que c'est la géographie.
vous commencez à travailler pour que 2 ou 3 jours plus tard, on vous dit non, c'est autre chose. Ce jeu-là, on entame c'est assez risqué, la psychologie. parce que dans la géographie, on peut choisir plusieurs thèmes si on décide de changer. Si tel est le cas, on peut décider de changer, toujours en restant dans la géographie, pour ne pas désaxer les élèves à qui on a déjà indiqué. Voilà, parce que c'est encore un autre problème, ces choix d'épreuves. Nous, à notre époque, on était obligé d'aller au charbon. Histoire et géographie, même si on nous en mettait plein la tête, on y allait au charbon jusqu'à l'examen. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a, lorsqu'on regarde ces sorties, on est en face, de mon point de vue, de ces institutions, comme on en a plusieurs, qui se marchent dessus, où les rôles sont, sur le plan textuel, bien définis, mais sur le plan de l'application, du fonctionnement, on se rend bien compte qu'il y a souvent des frontières qui sont franchies avec des implications sur des questions comme celle-là. On ne peut pas savoir, puisque cela n'a pas été dit officiellement, la raison fondamentale qui a amené le ministre des enseignements secondaires à changer de cap ou bien à prendre cette décision. Mais toujours est-il que, sur le plan pratique, cela amène quand même un impact, une charge de plus, même psychologique, surtout par rapport aux apprenants. Et donc, quand on voit aujourd'hui que nous sommes en face d'une question qui semble soulever comme une espèce de ras-le-bol, je reprends cette expression, parce que moi je suis convaincu que les enseignants, plus que les élèves, expriment un ras-le-bol dans cette situation. J'en ai la conviction, quand je regarde un certain nombre d'approches, j'ai eu la possibilité de discuter avec quelques-uns de ces enseignants-là, certains qui analysent les questions d'éducation depuis longtemps, et il va de soi que le malaise du système, d'abord de notre système éducatif, et même du système d'évaluation, est quelque chose qui nécessite un regard différent, un peu plus profond que simplement ces dysfonctionnements d'examen. Et je pense que l'autre problème auquel nous devons peut-être nous attaquer, c'est cette manière de penser que le système éducatif ou la communauté éducative ne concerne que les enseignants, les inspecteurs ou les cadres des départements ministériels concernés. C'est une erreur. Autant on le dit pour d'autres questions, comme sur le plan politique, j'allais dire économique, autant on doit le dire pour notre système éducatif. Quelle est l'identité de notre système éducatif qui se rapproche le plus à nous, autant dans la conception de nos programmes, dans la manière de dispenser, que dans la manière d'évaluer. Il va peut-être falloir s'arrêter et se dire, est-ce que nous continuons à copier les systèmes qui nous ont été légués, conçus pour faire de nous simplement des faire-valoir, ou ceux qui appliquent les décisions, ou nous concevons des systèmes éducatifs qui permettent à notre jeunesse, aux Camerounais qui vont se former, d'être les penseurs du Cameroun dans tous les domaines. Bien évidemment, on ne peut pas prétendre vivre en autarcie par rapport à l'universalité des connaissances, mais il est important de mettre en adéquation les mécanismes de notre système éducatif. Et pour cela, il faut convoquer toute la communauté. Et la communauté éducative concerne aussi les parents. Autant les enseignants que les apprenants, les parents, la société civile. Bref, il est question de penser le système éducatif de notre pays avec tous les acteurs, les maillons de notre pays. Et le drame, c'est qu'on observe souvent des décisions qui sont prises. Certes, les départements ministériels sont spécialisés et concernés, mais il me semble que ces départements ministériels et même l'appareil gouvernant est d'abord là pour les populations, pour le bien-être commun, et donc devrait prendre en compte un certain nombre de signaux, de demandes et de réalités de notre contexte. Parce qu'en fait, on envoie les enfants se former pourquoi? Mais ça, c'est fait chaque jour. C'est fait chaque jour. On a connu les états généraux de l'éducation dans ce pays. Vous faites comme si ça n'a jamais été. Ces concertations, ces assises ont déjà existé dans ce pays. Mais on ne parle pas des faits qui ont été avérés sans qu'on ait une implémentation. Combien d'états généraux dans divers secteurs nous avons eu dans notre pays? Nous parlons du système éducatif aujourd'hui. Le problème, oui, et je parle de ce système éducatif, mon cher Yout, le problème n'est pas de savoir que nous avons eu des états généraux. Le problème est surtout de savoir qu'avons-nous fait de ces états généraux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à même de nous dire qu'on a implémenté et qu'on a bien implémenté ce qu'on s'est dit. Mais nous voici sur le discuter la prochaine des compétences. Réévaluer même. Ça voudrait dire qu'on a eu à prendre en considération réévaluer même Sauf notre que capacité. Ils ont également dénoncé le fait que approche par compétence sans aucun contenu réel à l'intérieur.
Même. Comment sans école puisque les programmes, les manuels scolaires ont évolué, ont changé. Il faut peut-être pas se limiter à ça. Le livret scolaire qui est arrivé, le livre qui accompagnait des livrets, des exercices d'application et tout, ça c'est grâce à la poche. Alors il faut peut-être pas se limiter à ça. Ça voulait dire que c'est évolutif. La considération que je voudrais avoir, vous êtes dans votre rôle politique, moi je ne suis pas un homme politique, je fais une analyse froide des questions de notre pays et je dis, nous avons un regard profond à mener. Oui, nous avons des états généraux. Oui, nous avons des manuels scolaires qui ont changé, encore que là, c'est un autre débat. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je dois affirmer que nous sommes dans un contexte où on se pose des questions. Est-ce que les objectifs recherchés dans tout ce qu'on a fait, autant pour les états généraux que sur l'implémentation, sont des objectifs qui permettent aujourd'hui au Cameroun de se dire nous tenons le bon bout. C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Parce que cette vision manichéenne, ou bien cette vision manichéenne de notre pays, ou bien cette manière de penser que tout ce qui est fait, soit par l'opposition, soit par le parti au pouvoir, est mauvais d'un côté. Bon, non, je crois qu'on s'emballe un peu trop dans cette manière de voir notre pays. Il est question de toucher des problèmes du doigt et de se dire, est-ce que ça a marché? Si ça a marché, tant mieux. On garde ce qui est positif. Si ça n'a pas marché, qu'on ait le courage de reconnaître que nous n'avons pas atteint les objectifs à tel niveau et nous nous donnons les arguments pour avancer. Et c'est quoi que c'est simple? Pierre-Emmanuel, bien, en croit le professeur Ivuna et Patrick Christian Dobo, cette situation devrait être l'occasion d'une remise en question finalement. Quelle leçon est-ce qu'on devrait en tirer? Oui, bon, la remise en question du système éducatif camerounais n'est-ce pas d'aujourd'hui. Tout à l'heure, M. Youta parlait d'états généraux, il y en a eu plusieurs, dans plusieurs domaines, non seulement l'éducation dans notre pays. Et c'est là où je suis d'accord avec Patrick Christian Dobo. Avec Patrick. C'est qu'il ne suffit pas de faire des états généraux ou bien d'évaluer les situations, mais il faut remettre en cause certaines situations, mais il faut évaluer après ces états généraux à quel niveau nous sommes exactement. Donc, je suis d'accord également avec le professeur Ivuna qui voudrait qu'il faut une réforme de notre système éducatif, de la CIL jusqu'en doctorat. C'est-à-dire qu'on a un véritable problème aujourd'hui. Et c'est pour cela que moi, je dis toujours, l'État est au premier chef responsable. Il ne faut pas souvent embarquer la population dans des projets dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Il faut prendre le temps d'étudier, d'expérimenter, de mettre en place des mécanismes d'implémentation et des moyens avant d'amener la population à adhérer. Si l'État avait fait ça, on n'aurait pas eu ce énième scandale du baccalauréat. Alors, je vais pas couper Pierre-Emmanuel, il me permet. Ça me revient en idée. J'ai vu cette méthode, que ce soit au Sénégal ou au Bénin, où on en était aux phases de consultation pour l'approche par compétence, en invitant des personnes qui, parfois, sont considérées comme non comptables dans le mécanisme ou dans les instances de décision. En fait, quand tu le dis, c'est pour dire que, est-ce qu'on a suffisamment préparé les esprits à y aller? On peut avoir la problématique du contenu, mais je veux dire, la mentalité, est-ce qu'elle a muté vers cette approche par compétence? Voilà les questions fondamentales qu'on doit se poser. Parce que très souvent, on bute face à ce type de problème parce qu'on a l'impression que l'instance qui dirige a peut-être de bonnes intentions, mais n'a pas suffisamment préparé le terrain pour que la mayonnaise puisse prendre. Vous terminez, Pierre-Emmanuel Bignami, on va permettre au professeur de dire un dernier mot. Voilà, donc il faut que l'État mette les moyens qu'il faut, fasse un travail de fond, de consultation, et réunisse sur une même table tous les acteurs concernés. Les premiers acteurs concernés, c'est le corps enseignant. C'est-à-dire que les enseignants, ils sont au premier chef, les premiers responsables. Le monde professionnel également, le JICAM et autres, et avec les syndicats. L'État doit s'asseoir autour d'une table avec tout ce monde-là, y compris les organisations de la société civile, les partis politiques et tout ça, pour revoir de fond en comble le système camerounais, se donner un échéancier de réalisation des décisions qui seront prises et d'évaluation à chaque étape de ces décisions-là. Et que, au sorti de là, ce système ait un impact, ce nouveau système
qu'on va mettre en place éducatif pour notre pays ait un impact ou un incidence direct sur le développement de notre pays. C'est-à-dire direct. C'est-à-dire qu'on soit capable d'évaluer que les 5 dernières années, les sorties au baccalauréat ou ceux qui ont fait partie de telle génération de baccalauréat aujourd'hui sont des ingénieurs qui travaillent pour tel projet. Aujourd'hui, on sait que dans des sociétés comme notre Société nationale de télécom, comme Camtel, ce sont des étrangers qui gèrent tout ce qui concerne les infrastructures et tout ça avec leur partenaire Huawei. Est-ce que le Cameroun n'a pas des ingénieurs capables de le faire? C'est autant de questions qu'on se pose. Donc il faut qu'il y ait un impact, que l'État du Cameroun prenne l'habitude d'évaluer souvent et de pouvoir rendre compte aux populations que voilà, nous avons lancé tel projet pendant telle période, voici l'évaluation que nous avons faite, ça a porté tel fruit et à tel niveau ça n'a pas marché, il faut qu'on améliore. Jean-Claude Yeux, comment est-ce que ce dysfonctionnement peut permettre l'amélioration du système éducatif camerounais? Il faudrait que nous nous rappelions ce nombre de choses également. Le système éducatif du Cameroun a connu beaucoup d'évolutions et je vois que les transformations ont commencé depuis 1996. Parce que si le professeur Jacques Evounan a souvenance, il va voir que la manière dont les enseignements, par exemple en français, étaient dispensés avant, on parlait de littérature et ensuite de poésie, ça a changé. On a vu l'arrivée des stylistiques, sémantiques et tous ces éléments, c'est depuis 1996. Et vous allez voir par exemple qu'au niveau du système universitaire, on est passé au système LMD. Ça voudrait dire également c'est une autre évolution. On va en discuter plus tard. Je voudrais juste rappeler à M. Pierre-Emmanuel Bignam que on n'attend pas d'un bachelier d'être ingénieur là. Tout de suite, il va l'être après. Il est technicien au sorti, à l'obtention du baccalauréat. Alors, on est technicien supérieur après le BTS, ainsi de suite. Bon, donc, c'est tout cet amalgame-là que les uns et les autres font comme des clichés et qui donnent l'impression que l'enseignement n'est pas fait. Non. Je voudrais tout simplement dire ici que nous avons connu déjà plusieurs formes de consultation. Et lorsque l'approche par compétence était en train d'être mise sur pied, elle a fait l'objet de plusieurs séminaires, de plusieurs formes de colloques, de séminaires de sensibilisation, des séminaires de pédagogie et tout, on en a parlé. Aujourd'hui, on a commencé donc à implémenter. Mais in fine, il faut que les uns et les autres comprennent que c'est la résolution de l'inadéquation entre la formation et l'insertion en milieu socio-professionnel qui peut être l'indicateur phare pour pouvoir parler de l'évolution d'une économie. Aujourd'hui, notre économie est en plein ressort. Les agrégats de notre économie sont assez élogieux. Et on ne peut pas réduire. On ne peut pas réduire le facteur ressources humaines dans le cadre de la performance de cette économie parce qu'en réalité, le gros parler d'une économie de consommation. Le gros, à plus de 90%. L'Angleterre a fait une orientation sur... Nous sommes une économie de consommation. Si vous connaissez les agrégats... avec une balance commerciale déficitaire. Il ne faut pas dire ça aux Camerounais. Il ne faut pas dire ça. Les Camerounais n'inventent rien, ne produisent rien. Et vous parlez... Merci Pierre-Emmanuel. Vous dites que notre économie est élogieuse. Merci Pierre-Emmanuel. Ne dites pas ça au peuple camerounais. Oui, je vais terminer parce qu'en réalité, c'est pour ça que je dis que c'est de la distraction. S'il connaît très bien la fonction de production, il sait très bien qu'on peut orienter une économie par la consommation, par les investissements. On peut également... Quelle économie on n'oriente pas la consommation? À plus de 90% de consommation, nous produisons quoi? L'Angleterre, c'est un pays industrialisé, monsieur. Elle a fait industrialisé. Vous comprenez? L'Angleterre, c'est un pays industrialisé qui a des industries, même des infrastructures lourdes, même dans l'automobile. Le Cameroun produit quoi? Comment vous pouvez dire que notre économie est une économie élogieuse? Ne dites pas ce genre de choses aux Camerounais qui nous suivent. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Nous ne produisons rien. Et ça part de notre système éducatif. Pierre-Emmanuel, on revient au système éducatif. Donc, justement, j'étais en train de dire que si nous avons des résultats d'évolution sur l'aspect macroéconomique,
ça voudrait aussi dire que la performance en termes de ressources humaines y est donc le système éducatif est fiable, mais il est perfectible, comme dans tout le reste des systèmes éducatifs. Nous avons connu des évolutions. Les Français partent souvent à part... Un autre thème, si notre système économique n'est pas fort, ça veut dire que le système éducatif également a des problèmes. Mais si vous venez implanter une entreprise et que vous n'avez pas accès à une main-d'œuvre qualifiée et performante, même si vous avez un investissement des plus lourds, vous ne pouvez rien. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est en fonction de notre économie, en fonction de notre économie actuellement, on peut juger de notre système éducatif. De la performance de notre système éducatif. On n'a qu'à regarder notre économie pour juger de la performance de notre système économique. Non, ça c'est un faux cliché. Nous sommes aujourd'hui, le président de la République a donné une orientation économique où nous sommes entrés dans le système SND 30. Lorsqu'on dit que la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. À partir de ce moment-là, le système éducatif doit accompagner cette stratégie pour mettre à disposition de l'ensemble des opérateurs, des agents économiques qui ont besoin d'une main-d'œuvre performante et compétente. Mais c'est lié à cela. Alors, on s'oriente. Le président de la République est en train de parler en ce moment de l'industrialisation de notre pays. Donc, quand on voit on accélère vers cette industrialisation. On va aussi aller vers la spécialisation. C'est pour ça que l'approche par les compétences est une bonne approche parce qu'elle tendra à spécialiser les uns les autres. Mais tout en oubliant, on ne doit pas oublier que près de 80% pour l'instant de notre économie est fait par ce qu'on appelle le système informel, donc c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Et dans le cadre des petites et moyennes entreprises, ce n'est pas de la spécialisation, c'est d'abord une capacité à être très polyvalent et pluridisciplinaire. Merci. Professeur Ebouna, on sort de ce sujet avec vous. Oui, madame, je suis obligé de sourire un peu. J'aurais quelque chose à dire. Je voudrais... En fait, c'est le développement de M. Youth. Je voudrais, pour son confort, lui dire que je suis d'abord enseignant de français et que j'ai suivi les évolutions de notre système éducatif. Nous devons, à un moment donné, pour parler beaucoup plus sérieusement, nous asseoir et regarder la chose, la considérer en face. Monsieur Youth, je vais être très clair. Pour l'instant, au Cameroun, le vrai scandale est pédagogique. Nous n'avons pas de pédagogie au secondaire actuellement. Ce qu'on appelle APC est une illusion qui a tout simplement servi à des gens d'aller en mission et de se faire un peu d'argent. Il faut, c'est-à-dire il est impératif de tourner le dos à cette affaire. Et la meilleure façon de tourner le dos à cette affaire, c'est de passer à une réforme. Je m'explique. Je dis qu'aujourd'hui, les enfants manquent de connaissances. Vous dites compétences. Le socle des compétences, c'est quoi? C'est des connaissances. Il n'y a plus de connaissances dans les enseignements. Et ça, moi, je sais de quoi je parle. L'épreuve qui fait problème, vous savez pourquoi elle fait problème? Parce que le seuil d'exigence avec la pédagogie par objectif est plus élevé que celui qu'on a avec l'approche par compétence. J'expliquais ça l'autre jour. C'est-à-dire quand nous avons un sujet, vous voyez, avec, conçu avec le canevas de la pédagogie par objectif, les questions et les réponses se tiennent les unes les autres. Cela signifiait quoi? Vous qui avez été à l'école avec moi, si vous ratiez la première question, c'était fini pour vous. Vous comprenez? C'est de cela d'abord qu'il s'agit. Aujourd'hui, on vous dit, vous devez poser des questions indépendantes les unes les autres. On en arrive même, puisque vous parlez de... On propose des réponses. Oui, vous parlez de dissertation et de littérature tout à l'heure. On en arrive même à vous dire que quelqu'un peut être hors sujet et avoir 12-13. Parce qu'on veut voir la ligne du raisonnement, la méthodologie. C'est quoi la cohérence? C'est quoi la cohésion, monsieur? On ne peut pas faire ça à la jeunesse d'un pays. Ce qui se passe avec l'APC, et M. Ndabolo disait, on est dans la subalternisation des Camerounais, qui demain ne pourront pas, nous voulons l'école des cadres. Et ce que moi je veux dire à propos de réformes, nous en sommes à des réformettes, et même que on disait atteindre les objectifs, nous avons fait de mauvais choix au niveau politique. C'est de mauvais choix. On ne peut pas, parce que quand on veut, je le disais encore l'autre jour, nous sommes en démocratie. C'est la base, vous êtes un politicien, c'est la base qui inspire les décisions.
Et quand on est au niveau, dans le secteur éducatif, qu'est-ce qu'on fait? Au Cameroun, il y a des universités et des facultés. On commet des études. On procède par consultation. La recherche. On élabore des instruments, c'est-à-dire la réécriture des programmes, la conception des manuels. Vous avez un seul manuel mode APC? Vous en avez? Je dis, on ne forme actuellement aucun petit Camerounais aux compétences. Pourquoi? Parce que ce que vous avez transformé en compétences, pour l'enseignement du français par exemple, mais c'est nos vieux exercices classiques, c'est-à-dire la dissertation, le commentaire composé et la contation de texte. Monsieur Yut, on ne trouve pas du travail au Cameroun parce qu'on sait faire une dissertation. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce que moi je dis quand je parle de contextualiser, si vous voulez former aux compétences, vous allez dans un village où il y a un enfant probablement qui n'ira pas à l'université, mais il y a une radio communautaire. Voilà. Vous le formez de sorte que demain il va vers le maire, il dit je peux servir, voici les compétences pour votre radio. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça. Qualifier les gens. Nous avons des certificats, c'est-à-dire des papiers qui servent plus tard à n'emballer que des beignets ou à nous amener à faire vendre de l'huile au bord de la route, à devenir mototaxi. Nous, on ne veut plus de ça. C'est-à-dire la réforme, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut vous dire les choses, puisque vous êtes politicien et que vous êtes de ceux qui décident, ok? Quand on veut décider, on décide tous les 20 ans et c'est un problème de génération. Nous, on subit la génération des gens qui ne comprennent plus rien. On subit leurs décisions. Le président de la République, il le saura et il le sait. L'APC tue l'intelligence camerounaise. Léla. Oui, je voudrais dire, hein, le professeur a pratiquement arraché une bonne partie de ce que je voulais dire. Vous vous posez la question de savoir ce que les enseignants du supérieur pensent. Le baccalauréat dont on fait allusion, c'est quand même le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Et bien sûr. Allez leur demander en toute sincérité. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de polémiques sur cette question ici à l'université de Douala. C'est pas moi qui le dis. Il faut se dire que l'approche par compétence n'est pas une mauvaise chose en soi dans le fond. Mais comment on y arrive? Qu'est-ce qu'on met? Je dis et je répète, vous avez des indicateurs aujourd'hui. Mais mon cher Yout, demandez à ces enfants qui arrivent à l'université de vous faire une dictée. Regardez comment ils dressent les demandes. Dieu merci, aujourd'hui on a même des claviers et que même ces claviers vous donnent des corrections et que malgré les corrections des claviers automatiques de nos tablettes et autres ordinateurs, on arrive quand même à trouver encore des fautes sur les textes. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des apprenants compétents, mais c'est des signaux dans notre société qui peuvent nous permettre, sans être allé à Oxford, de se dire qu'il y a un problème. Ne pas reconnaître qu'il y a un problème, c'est faire du tort à notre pays. Et dire qu'il y a un problème, ce n'est pas stigmatiser des personnes. Parce que, regardez le nombre de chefs de département qu'on a eu dans ces ministères depuis lors qu'on a introduit l'approche par compétence. Donc ce n'est pas le problème d'un chef de département particulier. C'est un problème systémique qu'il faut analyser froidement et se dire, est-ce que nous tenons le bon bout? C'est ça la question fondamentale. On est en train de faire ici un débat de transgénérationnel. Oh non. Ceux qui ont appris leur ça c'est des mots sont en train de vouloir non, c'est des mots. La nouvelle génération c'est rien du tout. Monsieur Yout, non, monsieur Yout. On connaît ce problème-là dans le système éducatif. Leïla, c'est important. Il faut éviter, et c'est ce genre de mots et de comportements qui jettent une espèce de flou dans des objectifs de performance de notre pays. Tous ceux qui sont de l'ancienne génération ne sont forcément pas excellents. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons un devoir, nous qui sommes dans, j'ai envie de dire, le creux des différentes générations, c'est-à-dire qu'au milieu, de se dire, qu'est-ce que nous allons laisser aux autres? Il y a des Camerounais intelligents, des génies. On en a qui fabriquent des cardioparades, qui fabriquent des drones. Ils ont forcément été moulés dans le système éducatif. Mais quand on regarde ça, on se dit que, mais certainement, si on avait fait les choses avec un peu plus de densité, on aurait une multitude de génies dans ce pays. Parce qu'on a déjà la matière. Et c'est dire simplement qu'il ne s'agit pas de stigmatiser les personnes. Parce que le problème n'est pas un problème de personne. De se dire, est-ce que de manière froide, notre pays peut faire mieux? Il y a des gens qui n'arrivent pas, qui échouent à se mettre à jour. C'est l'un des problèmes que nous avons. Monsieur Yut, quand vous parlez, quand je parle d'inspection pédagogique, l'inspecteur pédagogique est un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui sert de près une pratique. Vous prenez aujourd'hui des enfants qui ont 4 ans de service pour en faire des inspecteurs, qui viennent donc brimer leurs petits camarades dans des séminaires demain. Qu'est-ce qu'ils vont leur apporter? Comment voulez-vous que ça fonctionne? Vous prenez des gens qui sont à la retraite,
c'est-à-dire fatigués. Ils ne peuvent plus faire le terrain normalement. Non, attendez. Vous prenez des gens qui ne veulent plus rien apprendre. C'est-à-dire, parce que quand on est nouveau au Cameroun, on devient savant. On est autorisé à parler de tout. Et à côté, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont des propositions à faire. Ils ont des choses à dire. Cette réforme est une étape importante. On ne peut pas. En 1996, quel âge aviez-vous? J'étais en classe de seconde. Vous étiez en classe de seconde. Seconde C. Et vous pensez que 20 ans plus tard... nous étions la première génération à connaître la réforme du français. Vous pensez sincèrement que 20 ans plus tard, les choses doivent rester telles quelles? Non, mais nous sommes en train de constater que nos enfants sont dans l'APC aujourd'hui. Mais ce n'était pas notre cas. Je vous ai dit que l'APC n'est même pas une théorie d'apprentissage. Permettez que le professeur... Ça va pour ça. Un jour, j'étais à la sous-préfecture de la 5e. J'étais en train de faire certains dossiers. J'ai vu un jeune homme qui... J'ai eu l'impression qu'il voulait me rencontrer. Mais il a mis pas mal de temps. Ensuite, il a rassemblé son courage. Il m'a rencontré. Il m'a salué. Il a dit bonjour. Papa, j'ai dit bonjour mon fils. Il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Il avait des documents en main. Je lui dis, vous avez quel problème? Il me dit qu'il est étudiant à l'université de Douala. Il a un master 1. Il est en train de préparer le concours l'ENAM, mais il a un petit souci. Est-ce que ça ne me gêne pas? J'ai dit, vous avez quel problème? Il m'a approché. Il dit, je suis en train de remplir ma fiche. S'il vous plaît, est-ce que littoral a encore 2 T. Un T ou 2 T? Littoral. Est-ce que littoral a un T ou 2 T? J'étais choqué. J'étais meurtri. Et ça m'a rappelé, soit à côté d'un enseignant de langue, ça m'a rappelé le niveau de dégringolade de langue et d'abus et de fautes que nous connaissons dans les réseaux sociaux, même avec des outils qui nous permettent de faire des corrections automatiques. L'enfant m'a demandé, est-ce que le littoral... Il était bloqué, il n'arrivait pas à remplir sa fiche. Et ça, c'est pas une question de conflit. Est-ce que le littoral s'écrit avec un T ou 2 T? Donc, il y a un problème de fond qui se pose. Il faut réformer urgemment notre système éducatif. Si nous voulons, tout au moins, être un pays qui sera en mode de décollage. Merci, messieurs. Est-ce qu'on ne lui a pas sur le plan industriel pour qu'on puisse se dire que le système éducatif n'était pas bon? Merci, messieurs. On a coutume de dire que si vous avez beaucoup d'élèves et que vous êtes enseignants qui ont du mal à comprendre ce que vous leur transmettez, posez-vous la question de savoir si la méthode de transmission est la bonne. Survie Cameroun, après sa sortie le 1er mai, remettant en question le bug informatique avancé par Maurice Kamto pour justifier l'écart des 300 000 € querellés depuis la fin de cette opération. Christian Pendaïkoka, ancien président du comité de gestion de cette plateforme, remet ça dans un document de 49 pages baptisé SCI, chronologie des faits. Il souligne entre autres la responsabilité directe de Maurice Kamto. Professeur Ivona, je sais que vous n'êtes pas trop politique, vous n'aimez d'ailleurs pas parler de politique, mais je suis persuadée quand même que si et là, vous avez entendu parler de cette affaire de Survie Cameroun. Oui, comme tout le monde. Vous êtes certainement au courant de cette première sortie faite par Christian Pendaïkoka, qui était le président du comité de gestion. Peut-être également, certainement, de la deuxième, puisque vous avez eu les thèmes de l'émission. Comment est-ce que vous analysez cette nouvelle mise au point? Comment j'analyse cette mise au point? Je voudrais vous dire au-delà de tout que c'est une démarche de quête de la transparence. C'est une démarche de quête de la transparence. Sans être politicien, je voudrais dire que c'est... Moi, j'ai lu. Quand vous m'avez dit, j'ai dû lire le rapport de Christian Pendaïkoka. Je ne sais pas s'il est vrai, je ne sais pas s'il est faux, mais il me semble quand même qu'il y a reversé un certain nombre d'éléments qui donnent la preuve d'une certaine authenticité. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on voit là n'est pas un fait isolé. C'est-à-dire le rapport que nous avons tous, Camerounais, à la fortune commune ou à la fortune publique. C'est ce qui transparaît au premier regard, c'est-à-dire qu'on soit dans le public, ou qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans la politique, ou qu'on soit...
peut-être même à l'église. Qu'on soit dans la diaspora. Oui, qu'on soit dans la diaspora ou ici autour de cette table, nous avons finalement tous quelque chose de négativement camerounais. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire preuve de transparence, d'honnêteté quand il s'agit de la gestion de la fortune commune. Bon, pourquoi est-ce que maintenant, Christian Pendaï Koka sent que c'est maintenant l'opportunité de faire cet ensemble de révélations? Est-ce que c'est un agenda? Je ne peux pas le dire. Mais, de mon petit regard, d'après ce que j'ai cru lire, si les choses qu'il dit, si certaines sont vraies en tout cas, il me semble que le professeur Maurice Kamto donne à voir une nouvelle fois qu'il s'est laissé happer par de mauvaises personnes. C'est-à-dire, il a endossé une initiative dont les gens tiraient les ficelles à l'ombre pour des intérêts particuliers. Ça aussi, c'est quand même un problème parce que nous avons l'habitude au Cameroun de parler tout le temps de casting. Et nous accusons les autres de mauvais choix de personnes. Je me dis, quelle que soit l'échelle où nous sommes amenés à intervenir dans la société, il faut faire attention aux gens dont on s'entoure. Parce que, qu'ils le veuillent ou non, c'est une affaire de plus et peut-être de trop qui va l'éclabousser. Ou qui l'éclabousse déjà. Jean-Claude Youth, est-ce que vous direz que cette sortie était nécessaire après celle du 1er mai? Nous attendons à une autre prochaine sortie encore parce que lorsque le maître du bug va également réagir, il va encore avoir besoin de clarification. C'est une balle de ping-pong dont les deux sont en train de nous renvoyer à gauche à droite. Mais nous notons que leurs différents rapports ne sont pas destinés aux bons destinataires. Les décrets 1983 et 1985 portant appel à la générosité publique dispose que dans les 30 jours suivant la fin de l'initiative ou bien de l'appel à la générosité publique, ceux qui sont les initiateurs doivent produire un rapport ou un compte rendu dans les 30 jours. On parle des fonds collectés au Cameroun ou bien des fonds collectés? Quels qu'en soient les fonds, mais puisqu'ils ont domicilié, ils ont basé leur fameuse initiative Survival, bon, je ne sais pas si c'est Survival ou Survival, qu'ils ont domicilié au Cameroun. Donc, ce qui voudrait dire que c'est le ministère en charge de l'administration territoriale qui doit donc connaître juste le rapport. Et jusqu'à preuve de contraire, le ministre en charge de l'administration territoriale n'a encore reçu aucun compte rendu de la gestion de ces fonds publics. C'est d'abord un problème pour ceux qui se prétendent être des juristes. Premier constat. Deuxième constat. Le professeur M. Maurice Kamto, lui disait il se dissociait de la gestion, mais c'est lui qui rend compte de la gestion. C'est ça qui est aussi étonnant. Troisième chose, on veut nous justifier la discrétion de l'argent. Et c'est là où M. Pendaï Koka lui dit même que ça peut aller même, c'est plus que ce qu'on peut penser. Parce qu'en réalité, on voit que la gestion d'à peine 1 milliard a rendu tout le monde fou. On ne peut pas se mettre à citer la litanie de l'amélioration des conditions de vie de ceux qui tournaient autour de la gestion de cette fortune publique. Mais nous disons tout simplement que ceci est une preuve patente pour ceux qui sont les dirigeants du MRC et qui prétendaient à gérer notre pays, que heureusement que le peuple camerounais a présenté une maturité politique. Et nous savons maintenant qui ils sont. Parce qu'au début, ils étaient en train de vouloir nous dire que cette initiative était pour sauver les Camerounais. Nous attendons en réalité le bilan dont leur initiative a impacté dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, qui était réellement le principal objectif. Et nous constatons également que le coût des différents audits a dépassé même pratiquement l'achat
de l'acquisition du matériel de lutte contre le Covid. Parce que c'est des montants pharaoniques qui sont dépensés pour pouvoir justifier des audits, des missions d'audit. Donc, en somme, ça voulait dire que les fonds de générosité publique ont été collectés. N'ont pas été utilisés puisqu'ils arrivent à avoir de l'argent aujourd'hui pour payer les missions d'audit dans le sens donc de cet argent qui a été collecté. Parce que je n'ai pas suivi que ça vienne des financements à fonds propres. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a détournement de l'objet de l'appel à la générosité publique. C'est des constats. Et nous disons tout simplement que M. Penda Ekoka, il a cru qu'il pouvait être cet économiste qui va apporter des réformes dans un groupe où en réalité, on fait tout simplement le culte du leader politique, qui est une propagande. Et que tous ceux qui s'attaquent au gourou du groupe, ils vont recevoir la faute. Et il est maintenant en train de subir cette faute-là. Y compris même les agressions verbales et tout ça. Pierre-Emmanuel Bignam, OMRC, comment est-ce qu'on apprécie cette sortie incriminant Maurice Kamto? Selon le document de 49 pages, votre président aurait manipulé les consciences en choisissant des cabinets d'audit inconnus des répertoires des métiers. La première chose qu'il faut dire, c'est que je n'ai pas encore lu ce rapport de 49 pages du président Penda Ekoka. Pas encore. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'au point où on en est aujourd'hui, et c'est là la différence entre moi et M. Yout du RDPC, c'est que cette affaire est devenue aussi un scandale. Cette affaire de SCSI est devenue aussi un scandale, du moment où il fait l'objet de beaucoup de supputations et de débats sur la place publique. Il faut rappeler aux Camerounais qui nous regardent quel était l'objectif de SCSI. SCSI est une initiative qui a été lancée par le président élu Maurice Kamto en fin mars, début avril 2020, dans un contexte où l'État du Cameroun ne s'était pas encore prononcé officiellement sur un plan de riposte contre la pandémie. Le plan de riposte de l'État du Cameroun président Kamto, du 17 mars pour sauver les vies, pour sauver les vies de ses compatriotes, pour sauver les vies de ses compatriotes, a lancé cette initiative qu'il a rendue indépendant en nommant le président Christian Penda Ekoka comme président du comité de gestion. Et dans ce comité, il y avait également les représentants de chaque ministère, y compris du MINAT. Donc la gestion de SCSI est une gestion publique et transparente. C'est une initiative qui a distribué plus de 2,5 millions de masques, plus de 100 000 litres de gel hydroalcoolique. Il faut ajouter le caractère gratuité, gratuitement, avec plus de 10 000 masques chirurgicaux, sans compter les appareils de respiration, ainsi de suite. Donc voilà le bilan chiffré, concret. Et ces distributions ont eu lieu dans toutes les parties de notre pays, dans toutes les contrées. Voilà la modeste contribution que cette initiative a apportée au peuple camerounais. Moi, j'ai vu des gendarmes, des policiers remercier SCSI de les avoir donné ce matériel-là pour se protéger de la pandémie. Je note que sur le comment est-ce que vous leur famille également. Je note que sur le comment est-ce que vous appréciez la sortie de Penda Ekoka. Maintenant, je reviens. Je ne suis pas là, je ne suis pas... je ne suis pas une machine qui... Allez-y, Pierre-Emmanuel. Je ne suis pas un guichet automatique qui fait sortir les billets. J'analyse la situation parce que les Camerounais sont en train de nous suivre. J'ai commencé mon propos liminaire en disant que au point où nous en sommes aujourd'hui, cette initiative est devenue un scandale. Mais il faut que les Camerounais sachent le pourquoi de cette initiative. Pour ce qui concerne des sorties de Christian Penda Ekoka, j'ai l'habitude de dire que ces sorties
sont opportunes parce qu'il est dans son droit, en tant que président du comité de gestion, de mettre une certaine clarté dans la gestion qui lui a été confiée au peuple camerounais par le président Elie Maurice Kamto. Et le président Elie Maurice Kamto également est dans son droit de rendre compte au peuple camerounais, dont la plupart ont été des contributeurs, des résultats des audits qui ont été commis, et donc c'est lui qui est l'initiateur de ces audits. Il faut que les Camerounais le sachent. C'est le président Maurice Kamto, le président, lui qui a initié les audits à partir du moment où son président du comité de gestion a attiré son attention sur le fait qu'il y a incohérence sur un certain nombre de choses. Et il a initié les audits. Donc il est dans son droit de rendre public ces audits. Tout comme le président du comité de gestion est dans son droit de rendre public la gestion. En croire le rapport de Christian, le nouveau rapport de Christian Penda Ikoka, le professeur Maurice Kamto aurait voulu, je vais employer le thème dissimulé, même si c'est un peu fort, ce qui a été écrit dans le premier rapport. Dans un paragraphe, Christian Penda Ikoka laisse entendre que le professeur Maurice Kamto aurait écrit si on écrit ça, on est mort. C'est une phrase qui saute. Bon, il est libre. Je ne connais pas les mobiles qui animent le président Christian Penda Ikoka en ce moment pour faire ce genre de déclaration dans son rapport. Il est libre de ses prises de position et de ses déclarations. Je ne peux pas les commenter. Ce que je peux dire ici, c'est que connaissant la personne du président Elie Maurice Kamto, une personne qui a travaillé dans la fonction publique et qui a été un haut commis de l'État et qui jusqu'à présent n'a jamais été reproché d'une gestion cacophonique de la fortune publique et n'a jamais été poursuivi pour des fautes de gestion de la fortune publique, j'ose croire que le président Elie Maurice Kamto ait voulu cacher quoi que ce soit dans cette gestion dont il ne faisait pas partie et dont il a confié à une commission, à un comité qui avait à sa tête un président, Christian Penda Ikoka. Alors, parlons justement de la suite donnée à ce rapport. Il a été publié le 16 ou le 17, bref, cette semaine. Cependant, la presse n'en a quasiment pas parlé. Je veux dire, comment est-ce qu'il faut analyser cette posture de la presse, le silence de la presse, silence quasi total, j'ai envie de dire, sur cette question? Alors, vous savez, lorsqu'on me demandait en début d'émission quel était le sujet qui m'avait... peut-être qui avait retenu mon attention cette semaine, je déplorais déjà le fait que la presse était impliquée. Vous voyez donc, ce type de sujet peut être très important pour les mœurs à l'échelle globale de notre société. Comment est-ce que ce type de sujet peut nous éloigner d'un certain nombre de sujets, peut-être pas d'envergure totale, mais des sujets qui nous permettent quand même d'avoir un regard sur ceux qui à la fois gèrent notre pays ou qui ambitionnent de gérer notre pays. On peut, lorsqu'on voit ce nouveau rapport de Christian Penda Ikoka, se poser la question de savoir quelle est l'opportunité, l'agenda après le premier rapport. Et même se demander s'il a fait d'abord la démarche de présenter, de discuter avec le professeur Maurice Kamto sur un certain nombre d'éléments depuis le premier rapport. C'est vrai que les diatribes dans l'espace public, les réseaux sociaux et autres peuvent donner l'impression que chacun essaye pour l'instant de se défendre, mais il faut quand même être clairvoyant et se dire qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et lorsqu'on lit ce rapport, en tout cas pour se faire une bonne connaissance, même sans être juriste, économiste de haut vol, on a besoin de le relire encore. Et les expressions comme celle « si on met ça, on est mort », avec d'autres, ça jette quand même beaucoup de problèmes. Et moi, lorsque je lis ce deuxième rapport de Christian Penda Ikoka, avec tout le développement qui est fait au cours de cette affaire, j'ai un regret. Le premier, c'est que les formations politiques de l'opposition, des autres initiatives, même les acteurs de la société civile, tous les griefs que nous faisons au parti au pouvoir ou bien à l'appareil gouvernant actuel tendent à démontrer que ce pouvoir-là se laisse un peu trop de liberté avec la fortune publique, les biens publics, et parfois ne pense pas au bien-être commun. Et donc, il est impératif, et peut-être encore plus, pour ceux qui aspirent à gérer ce pouvoir, d'être exemplaires. C'est clair que cette histoire, cette question de survie Cameroun n'offre pas un meilleur visage
non seulement à son initiateur, le professeur Maurice Kamto, mais à l'équipe qui l'entoure. Parce qu'il ne faut pas simplement se dire que c'est ceux qui étaient très proches de l'initiative Survie Cameroun en matière de gestion qui peuvent être indexés sur le plan de leur rectitude dans la gestion de la question publique, mais peut-être même aussi les cadres proches du parti, du professeur, qui sans doute sont des conseillers à différents niveaux dans un certain nombre d'initiatives, de prise de position, parce qu'on a quand même vu le professeur se prononcer sur la question. Alors on est parti de bugs informatiques à accusations par-ci, et c'est de bonne guerre que sur le champ politique, les autres s'en servent pour tenter davantage de discréditer leur action. Mais nous, et je pense que les populations veulent avoir des gages, des signaux forts de ce que les programmes qui aspirent à gouverner, à gérer, sont éloignés de ce qui est reproché, ou bien ce que ces programmes-là reprochent aujourd'hui à ceux qui sont au pouvoir. Quelle suite peut-on donner à cette affaire? Et là, c'est peut-être en s'interrogeant sur l'opportunité de Christian Penga Ikoka de faire ses sorties que je me dis, d'après le cadre légal, d'ailleurs, Youth-Fils le disait tout à l'heure, on peut avoir des poursuites, on peut avoir des initiatives judiciaires, on peut avoir le volet pénal. Peut-être pour lui, ce serait une manière de commencer à se dédouaner. Mais est-ce la meilleure des manières? Est-ce sur le champ public qu'il faut le faire? Parce qu'il y a tellement d'interrogations qu'on a autour de cette question qu'on se demande, est-ce que finalement cette opération aura été une bonne initiative au-delà de l'idée de vouloir apporter un coup de main à ses compatriotes, ce qui est somme toute louable. On était dans une dynamique où l'État seul ou le gouvernement seul ne pouvait pas réussir à satisfaire la demande dans une période de frénésie où on avait du mal, on avait vraiment du mal à contenir, à savoir comment les uns et les autres allaient s'en sortir. Avoir une initiative comme celle-là, comme on en a eu d'autres qui n'ont peut-être pas eu, le même éclat ou alors les mêmes que celle de Survie Cameroun, c'était une initiative fondamentalement qu'on peut dire louable. Maintenant, la question de la gestion de la chose publique est celle qui se pose aujourd'hui avec acuité. L'opportunité pour Christian Penga Ikoka de le faire se pose aussi avec acuité. Alors, est-ce par jalousie, comme quelques-uns le disent? Est-ce parce qu'il était un pion du pouvoir au sein du MRC ou bien proche? Mais, je vais sortir par là, il y a un constat qu'on peut faire quand même dans cette relation du MRC et de ses alliés, c'est que, de plus en plus, on voit le MRC en difficulté avec ses alliés. Il y a eu le cas du fait maire de Njombe Penja, Paul Erikinge, avec des déclarations parfois qui donnaient foi dans le dos. On a Christian Penga Ikoka, ils ne sont pas les seuls. Et donc, lorsqu'on regarde, on se dit, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui va pas. Pour aller sur un autre point, Patrick Christian Dobo, j'allais vous appeler Christian Penga Ikoka, parlait justement des dénonciations faites par Paul Erikinga à son temps, celle faite par Célestin Diamène. Il y a eu la première sortie de Christian Penga Ikoka. Il y a même également eu la sortie de Maître Timbané. Il y a cette seconde sortie de Christian Penga Ikoka, en son temps président du comité de gestion de cette opération. Pourtant, jusqu'ici, on note que la mayonnaise semble ne pas vouloir prendre. Je veux dire, officiellement, on n'a encore aucune plainte des contributeurs. Comment est-ce que vous l'expliquez? Pour avoir d'abord une plainte des contributeurs, il faudrait qu'on ait le listing d'abord de tous les contributeurs et c'est ce qui n'est pas encore rendu public. Donc, c'est-à-dire que les recoupements soient faits entre l'ensemble des donateurs. Parce que c'est pour ça qu'on dit que... Je veux dire, en tant que contributeur, quelqu'un ayant participé à l'initiative, il peut juger qu'effectivement, j'ai été floué et donc je porte plainte. Ou alors, je fais comme les autres, je vais sur la place publique et je m'en plains. Je veux dire, comment est-ce qu'on explique que jusqu'ici, il y a eu des dénonciations de part et d'autre, mais jusqu'ici, aucune plainte officielle, en tout cas, je le dis officielle, des contributeurs? Il y a deux approches. C'est ce que je suis en train de vouloir démontrer. La première approche, c'est que l'initiative Survival, je ne sais pas, décide de dire, OK, fin des opérations. Fin des opérations, voici la liste des donateurs au montant de arrêté
ce montant et voici l'ensemble des dépenses qui ont été opérées. Parce qu'ils continuent à commettre des missions d'audit aujourd'hui. Donc ça voudrait dire qu'ils sont encore en pleine activité. Donc ils ne peuvent pas encore dire qu'ils ont achevé. Et à partir de ce moment-là... Plus de collecte, tout au moins la oui, collecte mais ils n'ont pas fini. C'est ça le problème, parce que la cacophonie qui règne aujourd'hui n'est même pas d'abord sur comment les fonds ont été affectés, mais c'est d'abord sur le montant global, le bug dont on parle. Les uns les autres ne veulent même pas. Vous pensez que c'est une question de temps, le fait qu'on n'ait pas encore de plainte des contributeurs? Oui, c'est une question de temps. Parce que ça c'est l'approche du contributeur. Et il y a maintenant l'autre approche des fonds publics, donc c'est-à-dire la notion de gestion des fonds publics, où en réalité le ministère public peut s'auto-saisir également, parce que je vous dis que sur le plan juridique, ils ne sont pas en train de respecter le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est que le rapport final, tant de la collecte que de la gestion des fonds, qui ne doivent pas changer l'objet de l'initiative de collecte d'appel à la générosité publique, doit être déposé dans un délai de 30 jours. C'est dépassé largement. Mais nous connaissons la tolérance administrative. Tout au moins, le rapport doit être déposé sur la table du ministre en charge de l'administration territoriale. Ce n'est pas fait. Deuxième élément, il y a eu plusieurs initiatives pour accompagner l'État ou bien dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Mais ici, la différence c'est quoi? C'est que les initiateurs de Survival, d'accord, ont décidé de fonctionner en vase clos d'une mission qui est régalienne à l'État. Les autres se sont mis en concert avec l'État pour pouvoir l'appuyer. Vous avez vu des donateurs privés, vous avez vu des organismes qui ont appuyé l'État camerounais, mais dans le cadre du fonds de solidarité, de gestion donc, de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Donc à partir de ce moment, ceux qui se sont appuyés vers l'accompagnement de l'État, nous connaissons les enquêtes qui sont en cours en ce qui concerne la première phase de la gestion des fonds Covid au niveau de l'État aujourd'hui. Et donc la Chambre des comptes qui va rendre son rapport final d'ici le 24 au 25 juin, va permettre donc à ce qu'on va peut-être passer soit à une phase répressive, pénale et ainsi de suite. Donc ça c'est connu, mais de l'autre côté, qu'on sache aussi que le même process peut être mis en œuvre parce qu'il s'agit ici des fonds publics. Sur la même question, professeur Yvonne, on a finalement l'impression, je dis bien c'est une impression, que les contributeurs, eux, ils ne sont pas gênés par tout ce qui se passe autour, par toutes les dénonciations autour. Non, vous dites que c'est une impression. On ne peut pas... Je ne sais pas s'il faut les activer pour qu'ils réagissent. C'est chacun qui juge de l'opportunité de se plaindre ou de ne pas le faire. Quand l'initiative a été lancée, elle a suscité chez certains certain engouement, chez d'autres de l'indifférence. Maintenant, c'est peut-être que tout le monde attend aussi le rapport final avant d'initier quoi que ce soit. On ne peut pas se plaindre tant qu'on ne vous a pas rendu compte des activités qui ont été menées. Et justement, des dénonciations, j'insiste sur le fait des dénonciations. Il y a eu Paul-Éric Ngué, pardon, il y a eu Célestin Diamène, il y a eu Maître Timbané, il y a eu Christian Penda-Ikoka une nouvelle fois. On remarque finalement que le MRC est en mal aujourd'hui avec bon nombre de ses alliés et même de certains qui étaient des militants d'envergure à l'époque. Est-ce que la jalousie peut expliquer justement tout? Parce que pour le cas Christian Penda-Ikoka, j'ai pu lire une sortie de maître Désiré Sikati, oui, qui justement laissait entendre que la jalousie expliquait le comportement de Christian Penda-Ikoka. Mais on remarque finalement que le professeur Maurice Kamto semble être en mal finalement avec bon nombre de ses alliés de 2018. Est-ce qu'on explique tout ça par la jalousie finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond? Avant d'y arriver, je veux dire un mot sur le contributeur qui ne se plaignent pas encore. Lorsque j'ai vu les agents de SCSI, les humanitaires, atterrir à Bourmakak, à Makak, à Mesondo, à Makondo, à Bumbiebel, un peu partout, j'ai dit chez moi. J'ai été profondément touché. J'ai vu des mamans sortir des champs, rentrant des champs, prendre des gratuités, des bouteilles de gel hydroalcoolique et tout pour aller utiliser à la maison avec leurs enfants et les parents et se mettre à l'abri de la pandémie.
les contributeurs ne se plaignent pas. Et j'ose croire qu'ils ne vont pas se plaindre. Parce qu'ils avaient au jour le jour le rapport rendu, concret, du terrain, chiffré, des donations de cette initiative auprès des populations défavorisées. Donc ça veut dire que les contributeurs ont un sentiment de satisfaction. Et qu'au jour d'aujourd'hui, si vous suivez dans l'imagerie populaire, il y en a qui sont en train de dire que s'il faudrait qu'ils le fassent, ils vont le refaire. Les gens comme Richard Bona, des personnalités comme Richard Bona, a dit que s'il fallait refaire, c'est-à-dire qu'en termes de contribution dans cette initiative, il le referait. Il le referait. Donc, ça veut dire que le sentiment est autour d'une satisfaction globale. C'est pas possible. Puisque les 300 000 euros, c'est toujours des contributeurs. Maintenant, revenons aux relations actuelles entre Maurice Kamto et certains de ses anciens alliés, et même anciens au cadre du parti. Je ne vais pas commenter, pour commencer, la sortie de mon ami politique, Maître Sikati. Sa sortie, il a suffisamment de motivation. Si vous voulez, on analyse simplement les relations actuelles entre Maurice Kamto et ses anciens alliés. Pour ce qui concerne le président élu, professeur Maurice Kamto, de ses relations avec ses anciens ou ses alliés, la première chose qu'il faut savoir, c'est que je ne connais pas la nature de ces alliances, mais je sais que généralement les alliances se font sous plusieurs angles. Il y a des alliances qui se font par exemple pour l'accompagnement à une élection présidentielle. Il y a des alliances qui se font qui sont un peu pérennes, donc les durées sont un peu plus avancées. J'ose croire quand même que dans le cadre de Agir, c'était pour l'accompagnement à l'élection présidentielle. Et à part ça, je crois que le président Maurice Kamto et le président Penda Ikoka sont des amis avant même de se rencontrer dans le cadre du champ politique. Maintenant, pour ce qui concerne PK qui est parti, de même que PK fait des sorties fracassantes, soi-disant que les uns et les autres ont appelé révélations sur le MRC et le président élu Maurice Kamto, il a aussi fait des sorties fracassantes sur son soutien au président élu Maurice Kamto, parce que n'oubliez pas que PK est le premier qui est monté au créneau pour demander à ce que le MRC, au sorti de l'élection présidentielle 2018, organise un gouvernement de transition parallèle. Et donc le professeur Kamto était l'un de ceux qui ont refusé cette idée parce que ça s'était passé au vote. Il l'a dit clairement. Donc, nous avons... moi, la seule chose que je dis, parce que la question c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer entre-temps? Mes amis sont en train de me suivre, mes amis politiques en ce moment, et mon président national est en train de me suivre. La seule chose que moi je demanderais à mon président national, Maurice Kamto, et à mes amis politiques et cadres du parti, et au directoire national, c'est de faire attention. Dans un premier temps, le parti s'est ouvert pour embrasser toutes sortes d'alliés, et effectivement, il s'est posé un problème de casting. Donc le professeur a parlé tout à l'heure que dans notre pays, il y a toujours cet épineux problème de casting. Il faut qu'à l'avenir, notre président national, mon président national, Maurice Kamto, le président élu, et le directeur national s'organisent pour faire de bons castings en termes d'alliés, en termes de partenaires et en termes de cadres militants. On a connu des gens dont je ne cite pas le nom, qui sont venus au MRC, on les a mis au firmament en si peu de temps, et quelques temps après, lorsqu'un petit vent a soufflé, ces gens ont abandonné. Je veux dire, s'engager dans un parti politique, c'est quelque chose qui relève quand même de beaucoup de responsabilités et de sacrifices. Des sacrifices sur sa vie personnelle, des sacrifices sur sa vie professionnelle et sur un certain nombre de choses. Comme nous, par exemple, qui sommes dans un parti qui est tellement, je vais dire, qui est au four et au moulin et qui est au feu sous le feu des projecteurs, comme le MRC. Nous n'avons pas la vie facile. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'en venant au MRC, on va les dérouler le tapis rouge. Ils vont avoir des facilités. Ils vont se faire du pognon. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis politiques, moi, M. Bignam, je suis un senior manager de multinationale et en même temps un entrepreneur. Ok? Je ne suis pas venu au MRC pour avoir un avantage financier
quelque part, ou un avantage pécunier, quelque part, mais je suis venu lutter. Je dis bien lutter. Parfois, je me retrouve à des endroits et à des positions où je me demande qu'est-ce que je fais ici. En même temps, une réponse me vient à l'esprit. Je suis en train de me battre pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les enfants, les amis de mes enfants et pour des générations à venir. Donc, c'est ça que le directoire national du MSC et le président national doivent prochainement prendre en compte. Parce qu'effectivement, il y a des nominations, même dans notre directoire national, des gens occupent des postes dont on ne voit pas l'efficacité de ce qu'ils font concrètement en une minute chacun, vous avez parlé tout à l'heure d'amitié entre Maurice Kamto et Christian Pendeko-Ka. Pensez-vous que cette amitié puisse survivre à cette crise? L'amitié n'est pas basée sur une situation politique ou monétaire ou financière. Okay? Ces gens étaient des amis depuis le temps du professeur Lep. Ce sont des amis depuis des années 80, 90. Et j'ose croire que leur amitié n'est pas en voie d'être interrompue à cause de ce qui se passe actuellement. Jean-Claude Dutte, pensez-vous que la collaboration entre Agir et le MRC survive à cette crise? En une minute chacun. Non, mais il est clair que le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de s'y maintenir le plus longtemps possible. Lorsque vous êtes dans une formation politique et donc vous êtes peut-être un signataire d'une certaine alliance ou bien une convention de partenariat et vous constatez que la ligne politique qui est adoptée, c'est le boycott. Ça voudrait dire que vous n'allez jamais aspirer à gouverner. Ça voudrait dire que vous n'allez jamais aspirer à mettre en œuvre le projet de société auquel vous avez adhéré. Ça, c'est un élément fondamental de rupture. Et lorsque M. Pierre-Emmanuel Bignam considère cela comme un petit vent, ce n'est pas un petit vent. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes dans un parti politique, vous voyez qu'à l'horizon 2025 et voire plus, il n'y a pas d'aspiration à gouverner. Ils sont tout simplement là pour exister dans les médias et les réseaux sociaux. Vous vous posez des questions fondamentales de savoir est-ce qu'on a véritablement compris le rôle majeur même du fonctionnement. La collaboration entre AG et MRCFC peut survivre à cette crise? Elle ne peut pas survivre. Ils ne peuvent plus être ensemble. Parce qu'il y a boycott. En tout cas, et il y a des tournois. Merci Jean-Claude Dutte. En tout cas, il y a Agir et MRC. Il y a Christian Pendeko-Ka et Maurice Kamto. Jusqu'ici, dans les sorties de l'un comme de l'autre, personne n'a renié sa proximité avec l'autre. D'ailleurs, même quand vous lisez les différentes interventions, il parle d'une collaboration qui pourrait continuer. Mais peut-être pour le professeur Maurice Kamto, est-ce qu'il ne porte pas un peu trop la casquette de celui qui endosse les coups de ses collaborateurs? Parce que lorsqu'on regarde ce développement, en attendant peut-être que des révélations plus pointilleuses soient, est-ce que le professeur Maurice Kamto n'endosse pas un peu trop cette casquette du sacrifié pour l'ensemble de ses collaborateurs? Il faut se sacrifier peut-être, c'est bien, pour des bonnes causes, mais quand il y a des situations qui demandent des clarifications, il est peut-être temps de faire la part des choses. Professeur, on sort avec vous. Si la collaboration peut se poursuivre. Entre Agir et le MRC. Je ne sais pas quoi vous dire, mais quand on aspire à diriger un pays, il est important de discuter. Parce que nous avons eu au Cameroun le grand dialogue où on a dit qu'il avait été exclusif. Il faut à toute échelle confondue. Inclusif. Non, il y en a qui sont pleins. C'est vrai qu'il avait été, il disait qu'il réclamait un dialogue inclusif. En tout cas, le discours officiel, un dialogue a été inclusif. La preuve, le MRC a participé. Ils ont donné même leur... Monsieur Yud, vous ne m'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je comprends, mais je voudrais quand même qu'il utilise le mot inclusif. Vous ne m'avez pas compris. Moi, je ne suis pas politique. Allez-y, professeur, on va sortir de ce sujet. Il se trouve que, moi, je voudrais dire une chose, c'est que quand on est chef, c'est aussi pour faire des arbitrages. Et sur ce coup-là, M. Ndabo le disait, il ne me semble pas que le professeur Kamto fasse des arbitrages. Parce que l'une des grandes récriminations qui paraissent dans le rapport, c'est que on vous nomme pour diriger une affaire et il y a quelqu'un à l'ombre dans le back-office, un certain M. Djoko, qui, lui, en réalité, qui gère tout. Vous voyez, ce type de choses, c'est aussi une forme d'administration, c'est-à-dire l'opacité. Nous devons éviter, lorsque nous aspirons à diriger,
quelle que soit l'échelle, ce type de choses qui peut créer des frustrations. Parce que on ne peut pas vous dire aujourd'hui que vous êtes ministre et puis en réalité, quand il faut consulter quelqu'un dans ce qui concerne votre département, on va chercher... votre secrétaire particulier. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le professeur Kamto ne fait pas toujours dans son silence les arbitrages auxquels on pourrait s'attendre dans ce cas-là. Laurent Gbagbo, le retour en Côte d'Ivoire, passé son acquittement par la CPI, l'ancien président ivoirien est arrivé ce 17 juin dans son pays après 10 ans d'absence. C'est un véritable héros qui sera reçu et célébré par ses partisans. Pierre-Emmanuel Bignam, 10 ans après, au regard des images que vous avez certainement pu apercevoir, comment est-ce que vous évaluez la popularité de l'homme? Est-ce qu'elle est restée intacte? À ce que j'ai vu cette semaine, lorsque le président Laurent Gbagbo a été annoncé en train d'embarquer son vol pour Abidjan et son arrivée à Abidjan, je peux vous dire avec assurance que Laurent Gbagbo aujourd'hui est plus qu'une rockstar. Sa popularité n'est pas seulement restée intacte, mais elle s'est accrue. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. J'ai vu un personnage public qui a mis le monde entier en branle par cet événement de retour dans son pays. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est devenu une icône, non seulement pour le peuple ivoirien, mais pour le peuple africain et le monde entier. Donc c'est un événement qui a suscité un engouement extraordinaire. D'accord. Jean-Claude, Laurent Gbagbo est connu pour être un personnage charismatique et même emblématique en Côte d'Ivoire. Quel impact ce retour peut avoir sur le parti au pouvoir? Je veux dire, est-ce un retour confortable pour le parti au pouvoir? Sachant quand même comment le politique fonctionne, s'il n'y avait pas eu une volonté politique du gouvernant ou bien des gouvernants en place, ce retour-là aurait pu être retardé et à maintes reprises. Donc ce qui voudrait dire que nous, en observateurs externes, nous voyons que la réconciliation entre les Ivoiriens est bel et bien en marche. Mais maintenant, à quel niveau cette réconciliation sera-t-elle actée et véritablement traduite à travers les actes? C'est lorsque un certain nombre de barrières, que ce soit des barrières du nord, du sud, des anciens rebelles, de ceux qui n'étaient pas. Et nous savons aussi que 10 années quand même d'emprisonnement ferme du président Laurent Gbagbo, ça ne peut pas passer aux oubliettes. Maintenant, à quel niveau de réconciliation, de pardon peut-il tous être et pouvoir se tourner vers l'avenir et amener les Ivoiriens à se réconcilier entre eux et à voir l'avenir de leur pays, parce que la Côte d'Ivoire a reculé par rapport à ce qu'elle devait réaliser comme performance. Et ça, c'est quelque chose d'important à relever. Et nous disons aussi que le retour du président Laurent Gbagbo peut aussi être comme un indicateur qui puisse pousser cette génération d'hommes politiques à pouvoir laisser et passer la main, devenir des hommes sages qui vont être les conseils pour la nouvelle génération. Pas la nouvelle génération tout de suite directe, mais une nouvelle génération peut-être beaucoup plus conciliante, beaucoup plus apaisée et qui va véritablement se concentrer sur les problèmes du développement. Christian Patrick Ndobo, Jean-Claude Dutton a entamé son propos par ça. Est-ce que le gouvernement de Ouattara avait véritablement la possibilité d'empêcher ce retour sans heurte? Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on évoque le retour de Laurent Gbagbo. Il y a eu des tractations. Vous vous souvenez qu'avec la disparition d'Ahmed Bakayoko, le président Laurent Gbagbo lui-même le disait, que Bakayoko était l'une des figures les plus marquantes dans les tractations qu'il y avait entre le pouvoir d'Abidjan et Laurent Gbagbo. On peut donc s'imaginer que cet aboutissement a fait l'objet de nombreuses tractations, de concertations. Est-ce que le régime du président Ouattara aurait pu empêcher sans heurte ce retour? Je pense que même le régime lui-même ne voulait plus s'encombrer, n'est-ce pas, de cette mise en exil, de cet exil un peu trop prolongé de Laurent Gbagbo. Je pense que c'est même dans l'intérêt du régime de le faire. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui
va sans doute amorcer une autre partie de son existence, pas forcément avec le retour au premier plan de Laurent Gbagbo sur la scène politique interne, encore qu'il a une figure qu'on ne peut plus dissocier de cette scène politique, mais il est important de se dire qu'en 10 années, notamment l'espace d'expression que lui a offert cette situation déplorable du côté de la haie, Laurent Gbagbo n'aurait pas eu meilleure possibilité, n'est-ce pas, de présenter sa vision, de gagner en aura que ce qu'il a gagné pendant ce séjour. Aujourd'hui, quand il rentre, je pense que c'est beaucoup plus pour amener sa pierre à l'édifice de repacification des Ivoiriens. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais il me semble, et j'en ai la forte conviction que dans les tractations entre les deux parties, je pense que c'est dans l'agenda du président Laurent Gbagbo. Justement, professeur, dans quelle mesure ce retour peut-il permettre d'ouvrir une nouvelle page en Côte d'Ivoire, après les événements de 2010? Ouvrir une nouvelle page, c'est déjà une nouvelle page que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est toute une nouvelle page. Mais c'est difficile de faire une projection. Moi, je préfère regarder derrière et voir en Gbagbo un combattant. Un combattant. Et moi, je suis porté à penser que le fait simplement de décider de retourner en Côte d'Ivoire, c'est pour poursuivre un combat. C'est un monsieur, tel que moi je l'ai souvent écouté, qui est passionné. Il aime son pays. Et je suis convaincu que lui-même, il se dit qu'il a encore des choses à porter, et à son pays, et au peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a des antagonismes, c'est-à-dire, il y a lui qui est ancien président, et il y a Ouattara qui est président. Est-ce qu'ils vont trouver une plateforme pour organiser, pour pacifier leur pays? C'est un devoir. Il y a aussi Bédié. Oui, mais il reste que pour l'instant, parce qu'on ne va pas... Il y a celui qui n'aime pas les luttes de génération. Il se passe quand même que Bédié est un peu plus avancé que les deux autres. Hein. Il y a le peuple ivoirien qui est meurtri pour ces deux personnalités-là. Et c'est à elles de réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes. Alors, Laurent Gbagbo n'a certes pas voulu parler politique, mais il a tout de même laissé échapper cette phrase à ses partisans. « Je suis votre soldat, je reste mobilisé ». Question, a-t-il un avenir politique, avec notamment cette condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest? Déjà, si cette condamnation qui devait être par contumace, en réalité, si elle était effective, on l'aurait arrêté tout de suite dès son arrivée à l'aéroport. Bon, si ce n'est pas fait et qu'on n'est pas en train de parler de ces différentes poursuites, ça voudrait dire que sûrement une loi d'amnistie générale est en train de, ou bien est déjà pratiquement en marche, parce que reparler d'une condamnation ou réouvrir un pan des procès contre le président Laurent Gbagbo, ça nous replongerait directement dans le cadre des conflits et qu'on serait encore en train de tourner la page et de fermer les portes vers la réconciliation ivoirienne. Donc ici, je suis convaincu que tous ces différends-là, qui étaient des obstacles, qui pouvaient amener les uns et les autres à s'asseoir véritablement sur la table de négociation pour parler de la réconciliation entre les Ivoiriens, ces préalables sont déjà là. Sur la table. Le reste, ce sont des formalités administratives, tout simplement. Le président Laurent Gbagbo est un homme politique. Et tout homme politique aspire toujours et toujours à gouverner. N'en déplaise, par exemple, au MRC, où ils font la politique, pas pour gouverner, mais ils font la politique pour exister. Bon, alors donc, je vais chuter tout simplement en disant que les 10 années et tout ce temps-là, je pense que la génération du président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara, ils vont, à mon avis, ma petite lecture, être des maîtres politiques qui vont donc œuvrer à pouvoir pousser. C'est sans oublier que le président Alassane Dramane Ouattara, il a voulu essayer de parler de succession. Malheureusement, il a perdu son candidat. En termes de prospective politique, qu'est-ce qu'il représente ce retour?
En termes de perspective politique, personnellement, si j'avais été le conseiller du président Gbagbo, je lui aurais dit la première chose, de ne plus jamais se représenter candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Je m'explique pourquoi. Gbagbo a été président en Côte d'Ivoire pendant 10 ans, 2 mandats. Qu'a-t-il encore prouvé au peuple ivoirien? Alors, mon conseil pour lui serait de se mettre avec ceux-là qui vont encadrer la nouvelle classe politique ivoirienne à passer à une transition pacifique pour mieux gouverner. Qu'il ne fasse pas l'erreur du fait ou du point de vue de sa popularité à penser qu'il pourra encore être candidat et tout. Et c'est effectivement à ce niveau qu'un nouveau scandale risquerait de naître en Côte d'Ivoire. Parce que Mandela était très populaire. Quand je vois, Mandela était très populaire. Au moment où il quitte sa fonction de président de la République, il était très populaire. Ok. Donc, il faut que les Africains aujourd'hui, les présidents en exercice, les anciens présidents et les hommes politiques en général, même de l'opposition, comprennent qu'il y a un temps pour toutes choses. Il a été président, il ne doit plus se représenter. Alors, il y a eu le 17 mai le retour des exilés politiques et ce 17 juin, finalement, le retour de Laurent Gbagbo. Quelle devrait être la prochaine étape selon vous? Écoutez, je ne suis peut-être pas dans l'agenda du gouvernement ivoirien et peut-être de ces acteurs-là, mais s'il y a quelque chose qu'on peut souhaiter justement dans cette dynamique de réconciliation, c'est peut-être de redistribuer les cartes d'une participation effective de tous ces acteurs-là au jeu politique, parce que ça a cristallisé la tension, ces exclusions. D'ailleurs, vous voyez comment les dernières échéances électorales se sont déroulées. Je pense que ce serait cette cristallisation-là qu'il faut justement redonner en termes de confiance, n'est-ce pas, à tous les acteurs. Parce que Gbagbo, je le crois, ne sera peut-être pas au premier plan en tant que... mais il va jouer un rôle très important. En tout cas, il a un rôle très important. Vous voyez, n'oubliez pas qu'il y a des jeunes loups, peut-être avec des sorts différents. Blé Goudé est là, on n'a pas fini de parler de Guillaume Soro, il y en a d'autres comme ça, qui sont là et qui vont sans doute devoir marquer de leur empreinte aussi la vie ivoirienne qui arrive. Moi, la petite seule fausse note que j'ai pu percevoir dans ce retour de Laurent Gbagbo, c'est peut-être celle liée à son ancienne épouse, Simone, qui n'est peut-être plus son épouse actuellement, qui a elle aussi son tempérament. On ne l'a peut-être pas associé à ce retour. Cette Gbagbo, cela relève peut-être de la vie privée du président Laurent Gbagbo, mais on ne peut pas dissocier le nom ou la présence de Simone dans le parcours et le combat de Laurent Gbagbo. Elle aussi, elle en a fait les frais d'ailleurs, en étant détenue pendant un bon nombre d'années. Winnie Mandela aussi. C'est peut-être avec cet exemple de Winnie Mandela. Mais au moment où Nelson Mandela sortait, je peux vous rassurer qu'à la sortie de Nelson Mandela, on a quand même vu Winnie Mandela aux côtés de Nelson Mandela. C'est peut-être pas le même cas parce qu'il n'était pas encore officiellement Nelson Mandela lié à une autre épouse. On savait qu'il y avait déjà des problèmes, même depuis qu'il était en détention. En fait, pour le symbole du combat et de la présence, parce que n'oubliez pas que la présence de Laurent Gbagbo à La Haye était aussi une forme de lutte de l'Afrique contre un certain nombre de considérations impérialistes qui se déroulent encore dans les incompréhensions de ces États-là, ce qu'on va dire les anciennes, les métropoles, et même la considération de la justice internationale, la communauté internationale entre guillemets. La présence de Gbagbo à La Haye, son procès a été aussi notre forme pour le continent, pour l'Afrique, n'est-ce pas, d'expression, parfois de ras-le-bol, mais de capacité à démontrer qu'on peut se défendre. Et lui, l'historien, il a sans doute porté de la meilleure des façons cette capacité à défendre. Donc aujourd'hui, l'exclusion qui semble s'être dessinée dans ce retour de Simone Gbagbo donne quand même un peu une certaine... c'est comme un goût d'inachevé. Pas parce qu'elle va reprendre la place d'épouse de Laurent Gbagbo, mais parce que son nom est fondamentalement associé à la gestion et au combat de Laurent Gbagbo. Et ça, c'est un symbole. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir en Côte d'Ivoire, l'après 17 juin ?
on sort sur cette question? En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez-y, professeur. Des souhaits qu'on pouvait mettre. Moi, je vois un combattant. Il n'est pas retourné chez lui pour s'asseoir dans son canapé, rester dans son salon et jouer les spectateurs, le second rôle. Quand on a suivi un tout petit peu le parcours du personnage, il est difficile qu'un homme comme celui-là décide de se ranger. Je suis sûr que, je dis le simple fait, parce qu'il aurait pu choisir de rester en exil en disant si je rentre en Côte d'Ivoire, il y a pendant une peine ou un emprisonnement, il y a le risque de ceci, il y a le risque de cela, mais il vient au chaudron et moi je dis il faut que la classe politique ivoirienne fasse preuve cette fois, puisque c'est les mêmes acteurs pratiquement, fasse preuve de beaucoup plus d'intelligence pour préserver la paix. Et il y a eu en début d'émission un mot, le pardon. Le pardon parce que qu'il s'agisse de Gbagbo ou de Ouattara ou des jeunes loups qui sont à côté, ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, aussi bien entre eux qu'au niveau du peuple ivoirien. Il y a eu beaucoup de meurtrissures, beaucoup de choses graves. Il y a un moment où il faut procéder par catharsis, c'est-à-dire se soigner du mal qu'on a pu se faire, parce qu'il faut imaginer également qu'il y a beaucoup de rancœur encore dans les cœurs. On avait justement l'impression qu'une seule partie des acteurs était indexée. Dans les cœurs de certains. Moi je dis, et même pour nous autres, pour les Africains en règle générale, pour moi il est regrettable que Gbagbo se soit retrouvé dans une prison ailleurs que sur sa terre étrangère. Quand quelqu'un a servi à un certain niveau de son pays, il y a des choses qui, quel que soit le cas, ne doivent pas arriver parce que la Côte d'Ivoire est un État souverain. Il y a là-bas tout un président qui a un appareil judiciaire. On aurait pu trouver des moyens, s'il fallait emprisonner ou intenter un procès à Gbagbo, le faire en Côte d'Ivoire. Cela montre aussi quelque part nos rapports avec l'Occident. Parce qu'on soupçonne quand même qu'il y a eu derrière beaucoup d'interventions pour que cela se produise. Moi je dis, le maître mot, c'est d'abord le pardon, mais je ne suis pas optimiste quant à penser que Gbagbo va croiser les bras. Merci messieurs, merci Claude Youth, Jean-Claude Youth d'avoir accepté notre invitation. Je voulais aussi dire qu'il n'était pas techniquement possible de pouvoir que le président Laurent Gbagbo puisse suivre sa peine en Côte d'Ivoire, parce que c'est exactement le même problème que les États-Unis ont voulu éviter avec la tombe de Ben Laden. Ici, nous rappelons aussi que nous saluons la sortie du président Laurent Gbagbo qui a fait son retour, a salué la mobilisation des Camerounais, et où il a dit qu'à un moment donné, il était même parfois confondu, où les uns et les autres pensaient qu'il était Camerounais parce que les Camerounais l'ont beaucoup soutenu. Et lui-même, il se sentait Camerounais. Toute l'Afrique et la mobilisation. Mon dernier mot, c'est qu'il faut faire attention, parce que lorsqu'on a affaire à un dictateur, il faut faire attention. Ouattara, c'est un dictateur. Avec un dictateur, tout peut arriver à tout moment. Merci Jean-Claude Youth d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Patrick Christian d'être venu. C'était un honneur, un plaisir. Merci à vous, professeur Jacques Ebouna. Merci Pierre-Emmanuel Bignam. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.